Ouais, voilà, ça OK. parfait. Ouais. Et là, c'est bon? Ouais, OK. c'est tout bon. Bon, bah, donc c'est bien. J'espère que vous pouvez m'entendre. Alors, donc du coup, bah, sur la diapo suivante, juste la diapo d'après, donc sans le texte, on voit ce même paysage, ouais, je sais pas si ça passe. C'est pas moi qui passe les diapos. C'est Céline, c'est vous qui passez les diapos, je crois, ou je sais pas qui Tout passe à les C'est fait. diapos. Non, non, Céline. mais tout à fait. J'ai attendez, je règle juste, voilà, c'est bon. Voilà. Donc voilà, c'est juste cette photo-là, donc même pas encore la diapo d'avant. La diapo d'avant, en fait, c'était juste pour montrer, Ah, je repasse à la diapo d'avant? ouais, c'était bon, ça dépend. Mon effet de surprise est un petit peu Désolée. annulé. Donc ça, c'est ça, c'est une ville, voilà, où on est en paix et en fait, c'est pour illustrer, ce qu'on a dans la tête en général dans le monde dans lequel on est et on vit sereinement comme ça en pensant le monde stable. On pense qu'on est en continuité. La plupart des projets qu'on fait sont faits en continuité. Sauf que du jour au lendemain, il peut se passer ce qu'on voit sur la diapo d'après. Donc, sur la diapo suivante, en fait, vous aurez peut-être reconnu la ville, donc c'était Valence, Valence en Espagne, et donc du jour au lendemain, il peut se passer ça. Et donc en fait, ça, c'est l'illustration parfaite du monde qui vient, du 21e siècle, en train de quitter un monde de relative stabilité pour entrer dans un monde d'instabilité. On est en train de quitter le monde de la continuité pour entrer dans le monde de la rupture. Et c'est pas, il y a toujours eu des fluctuations, hein. On pourrait me dire que le monde a toujours été instable, sauf que là, en fait, ce qui est très nouveau, c'est que le niveau d'instabilité qu'on va vivre, il y a aucun humain néolithique qui l'a vécu. C'est vraiment des fluctuations nettement plus fortes que ce qu'on a pu vivre par le passé. Alors pourquoi rentrons-nous dans ce monde de la rupture et comment peut-on l'habiter? Finalement, c'est ça ma question et finalement, comment l'université peut y participer. Alors, sur la diapo suivante, en fait, c'est quoi le nœud finalement? Donc, ouais, sur la diapo suivante. Ouais, le nœud de cette affaire, en fait, si on fait l'analyse de toutes ces crises, la crise sociale, la crise écologique, la crise géopolitique, en fait, à chaque fois, on peut tomber sur un cristal qui est au nœud de toutes ces crises. C'est qu'en fait, on est rentré dans un monde suroptimisé. Un monde où en fait la valeur performance écrase tout le reste. Donc la performance, c'est quoi? Je vais bien la définir. La performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif, efficience avec le moins de moyens possible. Donc on est dans un monde où on pense que la performance est toujours positive. Je le dis très brutalement, hein, mais parce que c'est vraiment un dogme actuellement. C'est clair. On pense que quand on augmente les performances, on améliore les choses. Donc, vous voyez, là, j'ai pris deux exemples. Voilà, des lotissements ou du numérique, il y a de la performance à tous les tournants. Et en fait, vous pouvez penser à votre journée, hein, la façon dont on empile les bols après le petit déjeuner, la façon dont on organise ses vacances, tout ça, c'est soumis à l'injonction d'optimiser et d'augmenter les performances. Alors pourquoi c'est un problème et pourquoi ça génère des crises? Alors sur la diapo suivante, ça tient en deux mots, optimiser fragilise. Optimiser fragilise. Ça, c'est une loi systémique, ça ne dépend pas du système, c'est toujours vrai. Chaque fois qu'on optimise, on fragilise. Et donc là, vous avez un exemple, ça c'est les Landes en 2022, le méga feu dans les forêts des Landes, où on voit des arbres alignés. Donc, ils sont alignés pour optimiser la récolte du bois, mais ce sont aussi des autoroutes pour le feu et aussi, au passage, pour les pathogènes. Donc, en fait, on a optimisé une fonction et du coup, eh ben, ça a impacté toutes les autres fonctions. Et ça, c'est vrai pour une forêt, mais c'est vrai pour absolument tous les systèmes. Alors, ben, justement, c'est ce que je dis sur la diapo suivante. En fait, la polycrise que nous vivons aujourd'hui, c'est une crise de l'optimisation. Donc, l'épidémie de burn-out, il y a des trucs très anecdotiques, hein. La pénurie de moutarde en 2022, hein, si vous vous souvenez, hein, c'est parce qu'il y avait une sécheresse au Canada. Vous voyez quand même à quel point on a optimisé tout le système planétaire, hein. Le canal de Suez, une bourrasque de vent dans le canal de Suez et c'est 12% du commerce maritime international qui est bloqué. Des entreprises qui vont mettre des mois à s'en remettre. L'été dernier, CrowdStrike, une entreprise de cybersécurité qui fait une mauvaise mise à jour, ça suffit à planter tous les systèmes Windows du monde. Donc c'est ça, le monde de la rupture, c'est parce qu'on a tellement optimisé que maintenant c'est très facile finalement de le faire tomber. Et donc ça n'arrête pas, on va d'une rupture à une autre. Et donc le monde de la polycrise, c'est surtout le monde de la suroptimisation qui se plante. Alors nous, à l'université, dans l'enseignement supérieur, on pourrait se dire qu'on est en dehors de tout ça. Alors évidemment que non. Nous aussi, on va être touchés par ce monde en rupture. Et donc là, je vous propose sur la diapo suivante un retour historique. On va aller de plus de 2 siècles en arrière.
une rupture à l'université. Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire d'avoir des ruptures dans l'université? Alors, il y en a une qui est quand même assez frappante. C'est en septembre 1793, en France, on a fermé toutes les universités. Donc, il y a eu un jour en France où il n'y avait plus d'université et c'était une loi de la Convention qui a décidé d'arrêter les universités. Et donc, on les a arrêtés parce que les universités, à l'époque, alors c'était beaucoup moins d'étudiants, hein, c'était 20 000 étudiants, hein, grosso modo, hein, c'est une petite université, évidemment, mais elle enseignait plutôt les traditions, la rhétorique, la théologie. Et donc, après la Révolution française, on a considéré que ça, c'était regarder dans le rétroviseur et qu'il fallait regarder vers l'avenir. Et donc, après 1793, c'est justement là où on crée les grandes écoles, les universités sur les sciences, les nouvelles sciences sociales, etc. En fait, c'est un moment de basculement où l'université avant regardait dans le passé, et après 1793, les universités regardent vers l'avenir. C'est le début des grandes expositions, etc. Donc en fait, c'est un moment de bascule fondamental, et donc ça montre que ça peut arriver, une rupture à l'université. Et donc en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les universités, l'enseignement supérieur qui n'a pas pris en compte qu'on basculait d'un monde en continuité vers un monde en rupture, va aussi connaître des ruptures très fortes. Et on risque en effet de perdre des universités. Donc c'est aussi un signal d'alarme, hein, que ce monde de la polycrise, ça va toucher absolument tout le monde. Alors pourquoi à l'université, ça sera un peu différent à l'université, mais qu'est-ce qui fait que dans le monde scientifique, ça risque d'arriver de façon peut-être encore plus brutale qu'ailleurs? Alors en fait, je vous montre sur la diapo d'après la loi de Goodhart. Donc, sur la diapo suivante, voilà, la loi de Goodhart, donc elle dit quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Ça veut dire que tout indicateur de performance est toxique. Parce que, en fait, c'est très simple, hein. Nous, les humains, notre cerveau, on n'est pas très malin. Quand on nous met un indicateur de performance sous les yeux, on ne voit plus que ça. Et on oublie tout le reste. C'est une injonction à la pensée réductionniste, hein, l'indicateur de performance. Bah, sauf qu'à l'université, dans l'enseignement supérieur, c'est bourré d'indicateurs de performance, hein. Il y en a plein ailleurs, hein, dans l'entreprise aussi, dans le politique aussi, enfin, donc c'est partout. Mais à l'université, on est très fort, hein, pour développer des indicateurs de performance, donc le H-index, les facteurs d'impact pour les journaux, le classement de Shanghai, tout ça. Alors, qu'est-ce que ça génère, ça? Eh ben, ça génère des chercheurs qui font de plus en plus d'articles, de moins en moins impactants. Et donc, c'est ce qu'on voit notamment sur la courbe à droite, là, sur la science incrémentale. C'est un article de Park et al. En 2023 qui a étudié les articles scientifiques dans différentes disciplines. Et ce que vous voyez sur l'axe des Y, l'average CD5, là, ça, en fait, c'est un indicateur du côté disruptif de la découverte. Donc, en fait, dans les années 50, il y avait peu d'articles qui changeaient vraiment le champ de recherche. Et à partir des années 2000, il y a de plus en plus d'articles qui sont de plus en plus incrémentaux, donc qui sont de moins en moins disruptifs. Tout simplement parce qu'on fait de la massification. Et donc, la science commence à perdre son âme, hein, finalement, hein. C'est ce que dit cet article-là, finalement. Et puis, ce que vous voyez aussi, c'est que la fraude scientifique augmente parce que, évidemment, l'incitation à publier plus et de plus en plus vite, ça fait du gâchis, hein. Vous savez qu'il y a de plus en plus de pays, notamment asiatiques, où les chercheurs sont payés, leur salaire en fait, est calculé sur la base de leur publication. Donc, autant dire que ça pousse à publier un peu tout et n'importe quoi et le plus rapidement possible. Donc, en fait, c'est vraiment un monde de la performance qui s'applique aussi à la production de connaissances. Et donc, c'est toxique, comme vous pouvez le constater. Alors, du coup, voilà, diapo suivante, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde qui devient de plus en plus fluctuant? Et ben, en fait, cette image-là de la barque, là, ça peut être un premier point de départ. En fait, une barque, hein, comme ça, sur une mer d'huile, en fait, c'est un surinvestissement quelque part, hein. C'est qu'un radeau, ça irait très bien, hein, sur une mer d'huile, hein. Donc pourquoi on fait des barques avec des bords comme ça qui dépassent sur les côtés? Ben, c'est parce qu'on sait qu'il va y avoir des vagues. Donc on fait des bateaux avec des bords qui dépassent sur les côtés parce qu'on sait qu'il va y avoir des fluctuations. Et donc du coup, comment on fait? Comment on se prépare à ce monde fluctuant? Alors sur la diapo suivante, eh ben, la première chose à faire, c'est d'endosser le fait scientifique, ce que nous disent tous les rapports scientifiques, que ce soit le GIEC, l'IPBES, l'IUCN, la CIA, l'OCDE, le Forum économique mondial. Vous voyez, c'est même de la littérature grise, hein, c'est de la littérature scientifique pure et dure ou grise. Tout le monde est d'accord sur un point: nous sommes en train de quitter le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type.
ça va tanguer très fort au XXIe siècle. Et on en prend au moins pour 2 siècles. Tout simplement parce qu'on a tellement dégradé notre habitat que le climat va devenir plus fluctuant et donc la société va devenir plus fluctuante, la géopolitique aussi, etc. Donc on le sait, ça c'est notre seule certitude, c'est le maintien et l'amplification de l'incertitude. Donc c'est avec ça qu'il faut travailler. Si on est sérieux sur le fait d'endosser le fait scientifique, c'est la première chose à prendre de tous ces rapports scientifiques. Ce n'est pas les gigatonnes de CO2, hein, ce n'est pas ça le sujet, hein, c'est ça le sujet, c'est que ça va tanguer très fort au XXIe siècle. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est comment habiter le monde fluctuant? Les fluctuations, c'est inévitable, hein. On peut pas, ça nous dépasse, hein. On ne va pas pouvoir comme ça moduler le niveau de fluctuation. Ça va fluctuer très fort. Donc, comment on fait pour habiter ce monde fluctuant? Alors, c'est là que le biologiste intervient parce que les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant. Et donc, les êtres vivants ont développé des recettes, des principes, des lois qui leur permettent de vivre dans un monde fluctuant. Et donc, du coup, est-ce qu'on ne peut pas apprendre du vivant pour voir comment il fait pour habiter dans un monde fluctuant? Est-ce que ça peut se décliner dans le monde social avec toutes les pincettes de rigueur? Alors, sur la diapo suivante, la première chose qu'on voit chez les êtres vivants, sur la diapo suivante, c'est que en fait, les êtres vivants, ce qu'ils mettent en avant dans un monde fluctuant, c'est la coopération. En fait, ça c'est très bien connu, hein. Alors là, je prends un exemple typique, hein, qui est bien connu, c'est la fameuse symbiose des plantes avec des champignons, les fameux mycorhizes, hein, qui sont autour des racines et qui permettent aux plantes, en fait, d'augmenter leur capacité d'absorption de l'eau, d'avoir des bénéfices mutuels entre une plante et un champignon. Le champignon fournit des vitamines, des nutriments, la plante fournit des sucres grâce à la photosynthèse et tout ça vit joyeusement dans un monde qui est en relative pénurie. Donc, on remplace l'abondance matérielle par l'abondance des interactions. Et en fait, la plupart des écosystèmes sont dans des environnements instables, en pénurie chronique de ressources. Et donc, ce qui domine sur Terre, ce sont les symbioses. C'est très bien montré, notamment dans les milieux très pauvres en ressources. L'océan, par exemple, c'est un milieu extrêmement pauvre en ressources. Ce qui domine dans les interactions dans l'océan, ce sont des interactions de coopération. Ce n'est pas la compétition qui domine, c'est la coopération. Et donc là, j'ai juste mis un diagramme d'une publi scientifique. Ça, c'est d'un sol forestier au Japon. Et vous voyez, c'est des plantes interagissant avec des espèces de champignons différents. Donc c'est ça, en fait, le vivant, c'est un énorme réseau d'interactions. Et donc ça, c'est la première réponse. Dans un monde fluctuant, on va coopérer beaucoup plus. Et donc les valeurs de compétitivité et de performance vont décliner. Tout simplement parce que c'est la dernière chose à faire, hein. Dans un monde instable, si on fait de la compétition, hein, c'est accélérer, foncer dans le mur en klaxonnant, hein. Enfin, c'est pour le dire un peu de façon imagée. Alors du coup, comment ça s'est décliné pour nous, les humains? Alors il y a plein d'initiatives, hein, de coopératives, le développement des scopes, voilà, enfin, il y a plein d'initiatives de coopération, y compris dans les sciences, hein, les sciences participatives, la recherche participative. Mais ce que je voudrais surtout souligner, c'est que nous, les humains du XXIe siècle, et même de la fin du XXe siècle, cette coopération, en fait, on l'a surtout fait avec un outil et de façon très maladroite. Et donc c'est ce qu'on voit sur la diapo d'après. En fait, la révolution numérique, donc là, vous avez une image des câbles sous-marins qui relient tous les continents par de la data numérique. En fait, l'hyperconnexion numérique, on peut considérer que c'est une réponse à un monde en pénurie. Et d'ailleurs, c'est tout à fait ce qui a été philosophé, si vous voulez, dans les années 60, hein, quand on a commencé à développer Internet. Hein, ça venait des militaires, hein, mais c'était surtout, ça collait très très bien avec le monde hippie. Hein, c'est les communautés, c'est tout à fait ça. Hein, enfin, les débuts d'Internet, c'est totalement florissant, la coopération, c'est faire la farandole, hein, grosso modo. On multiplie les interactions et tout va bien se passer. Hein. Donc alors, pourquoi c'est très maladroit? Enfin, je ne vous fais pas un dessin, hein, mais je pense que vous voyez bien, c'est que cette hyperconnexion, donc ça ressemble un peu, hein, à des systèmes vivants qui sont eux aussi hyperconnectés. La grosse différence, hein, c'est que les êtres vivants sont hyperconnectés par des moyens différents. Là, c'est une hyperconnexion avec un seul outil, c'est Internet. Donc ça veut dire qu'en fait, on a appauvri nos moyens de communication. Donc c'est ça qui est paradoxal. Le monde hyperconnecté, en fait, est plus pauvre en connexion parce qu'il y a un seul canal. On passe, d'ailleurs actuellement, vous voyez, on est en visio, on passe beaucoup de temps devant nos écrans, devant des claviers, et nos modes d'interaction sont devenus monovalents, très
Et donc, du coup, c'est ce qu'on voit sur la diapo d'après. En fait, cette hyperconnexion numérique qui était au départ plutôt une réponse de frugalité, finalement, de coopération. Voilà, c'est toutes les histoires des grids énergétiques, etc. Donc, en fait, de tout mettre en coopération pour réduire les consommations, etc. En fait, ça s'est traduit par une forme de canalisation numérique. Et donc, c'est très maladroit. Et alors, sur la diapo d'après, on voit c'est dénoncé dans la science-fiction, notamment. Donc, l'épisode de Black Mirror, par exemple, Nosedive, qui le dit très bien. En fait, la critique du monde numérique, c'est surtout une critique de la suroptimisation, de la surcanalisation. En fait, c'est devenu une usine à dérive sectaire. Aujourd'hui, on apprend que Meta va sauter les modérateurs sur son réseau social. Bon, on a vu ce que ça donnait sur Twitter, qui est devenu un réseau de violence débridé. Donc, en fait, quand on optimise à ce point-là, en fait, on canalise et on fait de la cohérence sectaire, si vous voulez. Donc ça, c'est assez clair que on va dans le mur dans ce point-là. Et donc, du coup, ça m'invite à aller voir l'étape d'après dans le numérique. Donc, c'est sur la diapo suivante. C'est la question de l'intelligence artificielle. Parce qu'on peut se dire, bah oui, mais du coup, on va répondre à ça par des nouveaux outils encore plus performants. Donc, l'intelligence artificielle qui fait un peu peur, évidemment, parce qu'on se dit, bah là, on est en train vraiment de lâcher prise complètement. Alors, juste 2 points là-dessus. Sur cette révolution de l'intelligence artificielle, donc, qui est encore une fois une réponse à toutes nos pénuries, à toutes ces crises. C'est notre réponse maladroite à ce monde fluctuant. Et donc, on se dit quand même dans les critiques que cette IA va tout dévaster sur son passage. Alors, en fait, il faut quand même remettre les choses à leur place. La force de l'intelligence artificielle, c'est la faiblesse des humains. C'est-à-dire qu'en fait, nous, êtres humains, on n'est pas très malins. On se fait avoir assez facilement. Enfin, vous avez certainement toutes et tous, une fois, fait l'expérience d'une image retrafiquée par une IA et en pensant que c'était une vraie image. Alors qu'en fait, non, c'est une fausse image. Voilà. Bah, ça devient très performant. Et donc, du coup, nous, cerveau humain, on n'est pas capable de détecter ces erreurs. Pareil pour ChatGPT, qui vous fait un texte avec une syntaxe parfaite. Bah, c'est un peu comme une illusion numérique. Quand la syntaxe est bonne, on a l'impression que le texte est vrai alors qu'il est faux. Bon, bah ça, c'est une illusion numérique, si vous voulez. Alors, sur la diapo d'après, juste quand même pour vous donner des arguments pour aller un peu plus loin, juste pour aller un peu plus loin qu'une critique superficielle de l'intelligence artificielle. Donc, pourquoi ça ne marche pas, cette histoire d'intelligence artificielle? Alors, la partie positive de l'intelligence artificielle, et qui va plutôt nous aider à habiter ce monde fluctuant, c'est la sérendipité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a du numérique comme ça, mondial, quand on a de l'intelligence artificielle, ça nous permet d'être exposé à des contenus inattendus, aléatoires. Donc ça peut nous aider à faire face au monde fluctuant parce que ça va nous ouvrir sur d'autres sujets, ça augmente la diversité, l'hétérogénéité des solutions, donc ça c'est plutôt positif. Mais tout le reste, c'est négatif quand même. Donc l'intelligence artificielle, en gros, pourquoi on développe de l'IA? Eh ben, c'est souvent pour augmenter les performances. C'est typiquement Total qui utilise de l'IA pour trouver des champs pétrolifères qu'il n'aurait pas trouvés sans l'IA. Donc c'est ce que je mets là, c'est les 4 points finalement. Quand on fait de l'IA, on augmente les performances. Donc en fait, on veut surtout arriver à destination plus vite. C'est utiliser ChatGPT pour écrire un texte encore plus vite que si on l'écrivait soi-même à la main. Alors, il faut bien se poser la question d'un point de vue philosophique. Vouloir atteindre la destination et ne pas profiter du chemin, c'est vouloir mourir plus vite. Vous savez, c'est ce que dit des proches, il n'y aura pas de survivants. Donc, la destination, on la connaît. Donc, pourquoi vouloir atteindre la destination plus vite? C'est une vraie question philosophique, parce que la vie, c'est passer du temps sur le chemin. Donc, c'est le chemin d'abord, quand même. Donc, quand on choisit l'IA, en fait, quelque part, vous allez dire que je force un peu le trait, mais on choisit d'aller plus vite vers la mort, vers la destination. Le deuxième point négatif de l'IA, c'est qu'évidemment, c'est un coût totalement non soutenable en eau, en énergie, en ressources. Ça, on le sait. Il y a des chercheurs qui ont modélisé ça. Il y a un moment, pour que l'IA soit suffisamment performante, il faudra développer l'énergie du soleil sur Terre. Et en fait, vu que ça se développe de façon exponentielle, il faudra attendre 35 ans pour avoir 2 soleils sur Terre pour que ça tourne. Enfin, ça devient du délire pathologique. Donc, on sait que ce n'est pas tenable. Le troisième argument qui est au-delà de ça, si on supposait que l'IA était écologiquement soutenable et puis qu'elle nous embarquait sur le chemin plutôt que sur la destination, l'IA a un problème interne, c'est l'effet s'endormir derrière le volant. Vous savez qu'en fait, quand des IA sont très performantes, ça endort notre vigilance. Donc, vous faites tourner votre IA, ça vous donne un résultat très convaincant. Donc, la première fois, vous allez vérifier. La deuxième fois, vous allez vérifier. La 10e fois, vous allez peut-être encore vérifier. La 100e fois, vous ne vérifiez plus.
Donc, jusqu'à ce qu'il y ait un accident. Et vous ne saurez pas d'où vient l'accident. Parce que l'IA, ça aurait été dans une sous-couche de la complexité dont on ne sait plus où elle est, et ça crée l'accident, hein. C'est l'avion qui se prend une tour de contrôle, hein. C'est ça qui se passe. Donc ça, c'est l'effet s'endormir derrière le volant. Et il y a un deuxième effet, c'est l'effet consanguinité. C'est que les IA, actuellement, hein, l'IA est le premier éditeur de contenu au monde, actuellement. Ce sont des chatbots, hein, qui produisent le plus de contenu actuellement sur Terre. Et ces IA se nourrissent de contenus qui sont sur Internet. Donc, en fait, les IA se nourrissent des contenus qu'elles produisent. En biologie, c'est ce qu'on appelle la consanguinité. Si vous voulez, c'est l'effet photocopieur, hein. Vous photocopiez la même feuille plusieurs fois, à la fin, vous aurez un gris uni, il n'y a plus d'informations, hein. Donc, alors, si vous mettez les deux effets ensemble, l'effet s'endormir derrière le volant et la consanguinité, les IA vont devenir on va être de moins en moins vigilant sur des IA qui sont de plus en plus pauvres et de plus en plus fragiles. Donc ça va créer de nouvelles ruptures. Et donc, vous voyez, ça illustre parfaitement le monde de la polycrise qui est obsédé par la suroptimisation et par la performance et qui va générer des ruptures. Donc ça, c'est mécanique, hein. C'est même pas idéologique ce que je vous dis là, c'est mécanique. Les algorithmes sont designés pour être performants et donc ça va créer des ruptures. Et l'IA, c'est l'emblème ultime de ce monde de la performance qui va se planter. Et donc sur la diapo suivante, vous voyez qu'en fait, quand on a promu cette coopération, ces interactions, cette hyperconnexion, en fait, ça reste très maladroit. En fait, on est tombé dans le piège de l'efficacité. Alors ça, c'est ce que les systémiciens appellent donc efficiency trap, hein, le piège de l'efficacité. En fait, pourquoi c'est un piège? Parce que quand on fait face à une crise, à une difficulté, et qu'on augmente la performance, eh ben, ça marche. Ça marche, ça répond au problème. Mais sauf que quand on fait ça, on s'est enferré dans une voie plus étroite. Et donc, vous voyez, avec le numérique, c'est très clair. On répond à des problèmes de ressources en développant une forme de frugalité numérique, en faisant des grids, des interactions, sauf qu'on a ajouté des béquilles numériques à tous nos systèmes qui sont extrêmement fragiles. Et maintenant, on est hyper dépendant d'une infrastructure numérique qui est vorace en énergie et qui crée de la canalisation sociétale démocratique. Donc, on est en train de construire des futurs obsolètes. Donc, exactement comme cet escalier-là, on monte les marches, mais ça va nulle part. Donc, du coup, diapo suivante, on va sortir de ça, parce que vous voyez qu'on a été très maladroit dans notre première réponse, hein, à ce monde en rupture. Le monde de la coopération, on n'y est pas, enfin, il est mal ficelé. En fait, on dit souvent, hein, que là, il y a urgence. Et donc, le piège de l'efficacité, quand il y a urgence, hein, c'est d'accélérer, tout simplement, hein. Donc, voilà, ça, c'est le monde de la performance. Et donc, l'IA, c'est exactement ça. Il y a urgence, donc on accélère. Et ben, ça, c'est la mauvaise voie, hein, évidemment. On va se planter encore plus vite. Donc, du coup, quand on manque de temps, c'est aussi simple que ça, hein. Nous évoluons dans un espace à 4 dimensions. Il y a 3 dimensions de l'espace et la 4e dimension, c'est le temps. Et ben, si on manque de temps, il faut se reconnecter à son espace. Et donc, les interactions, il ne faut pas les faire de façon numérique en réduisant les canaux d'interaction. Il va falloir augmenter les interactions avec notre espace physique. Et donc, avec les êtres vivants, avec la Terre, avec les autres humains. C'est ça la vraie coopération, et c'est ça que nous disent les êtres vivants quand ils parlent quand on voit leur coopération, c'est plutôt ça, c'est la reconnexion à l'espace. Les êtres vivants ne sont pas en train d'accélérer quand il y a des crises, hein. Ils multiplient les interactions, qui se reconnectent à leur espace. Alors là, je vous ai dit ça c'est le premier point, vous voyez, c'est de la coopération spatiale, mais c'est quand même un peu court. Alors du coup, diapo suivante. Je vais revenir à ma question. On va donc endosser le fait scientifique. On va rentrer dans un monde très fluctuant. Comment habiter le monde fluctuant? Donc, faire plein d'interactions avec son espace, c'est un peu court parce que ça ne dit pas exactement qu'est-ce qu'on en fait de ces interactions, qu'est-ce que ça produit, quelles sont les propriétés émergentes de ces interactions. Alors, sur la diapo suivante, en fait, je vais vous résumer tout ce que tout en fait en une diapo. Donc, c'est pour ça que c'est très synthétique. Je vais un peu vite, j'espère que c'est pas trop rapide. Un peu rapide. Bon, on aura le temps pour les questions-réponses, mais en fait, c'est surtout ce point-là que je voudrais mettre en avant. Donc, voilà, c'est le moment de vraiment faire attention. En fait, si je dois résumer toute la biologie avec un principe, c'est celui-là. Alors, vous voyez, un scientifique ne devrait jamais faire ça, hein, évidemment, hein, c'est beaucoup trop simpliste, et c'est vraiment le point à mettre en avant. En fait, quand on regarde les êtres vivants, et si on essaie de comprendre comment les êtres vivants arrivent à vivre dans un monde fluctuant, eh ben, c'est très simple, les êtres vivants développent leur robustesse. Voilà, c'est tout. La robustesse, c'est quoi? Alors, il faut la définir. La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations.
Et dans le temps plus long, c'est maintenir le système viable malgré les fluctuations. Donc c'est ça la définition physique de la robustesse. Un système physique qui est robuste, il est stable malgré les fluctuations. Si vous voulez un exemple dans le monde vivant, c'est le roseau dans le vent. Voilà, le roseau dans le vent, il est stable malgré les fluctuations. Il est robuste. Au passage, hein, la fable du roseau et du chêne et du roseau, hein, le chêne aussi est robuste. Hein. D'ailleurs, robuste, hein, ça vient de chêne. Hein. Le chêne, en fait, il se casse, mais il peut régénérer des bourgeons, des branches, et donc il est robuste, il est viable malgré les fluctuations, mais avec une autre méthode. C'est qu'il il casse, mais il se régénère. Donc c'est aussi une forme de robustesse. Alors, cette robustesse du vivant, ça c'est transversal. En fait, tous les êtres vivants qui nous entourent sont robustes. Parce que ceux qui ne sont pas robustes ont été dégagés par l'évolution, hein, très clairement. Si on n'est pas robuste, à la première fluctuation, ça dégage. Comment font les êtres vivants pour être robustes? Parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse. Et ben, c'est ça qui est extraordinaire. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants, au premier ordre. Ou si je le disais différemment, les êtres vivants sont robustes avant d'être performants. Et donc, cette leçon de la biologie, elle est essentielle. Parce que vous voyez, en fait, ce que les êtres vivants disent, finalement, c'est que ce n'est pas un truc en plus. Ce n'est pas de la robustesse en plus de la performance. C'est un compromis. Il faut trouver un compromis entre robustesse et performance. Et ben, les êtres vivants, ceux qui sont là, en fait, ont identifié ce compromis. Finalement, l'évolution a sélectionné des êtres vivants qui sont dans le bon seuil pour être suffisamment robustes pour passer les millions d'années. Alors, comment ça marche? Eh ben, c'est assez simple, en fait. Si vous regardez les systèmes vivants, à toutes les échelles, hein, que ce soit du métabolisme, un réseau physiologique, un réseau de gènes, un réseau des écosystèmes, donc c'est vraiment de la molécule à l'écosystème, un réseau de neurones, hein, tout ça c'est pareil. Qu'est-ce qu'on trouve dans tous ces systèmes? De l'inefficacité. Il n'y a pas d'objectif chez les êtres vivants. Pensez au vol de la mouche, hein, voilà, il n'y a pas d'objectif. L'évolution darwinienne, elle est aveugle, hein, voilà, il n'y a pas d'objectif. Le globule rouge ne veut pas devenir vert, hein, voilà, on ne sait pas où ça va. Hein. Hétérogénéité, la biodiversité, voilà, c'est très hétérogène, beaucoup d'incertitudes, d'aléatoires. Hein, il y a ce qu'on appelle la biologie stochastique, hein, qui n'étudie que les processus aléatoires chez le vivant. Il y en a plein, plein, plein. Hein, la ségrégation des chromosomes, l'immunité, tout ça, c'est bourré d'événements aléatoires. Beaucoup de lenteur, beaucoup de délai. Donc ça, c'est notamment ce qui explique tout ce qui est cyclique chez le vivant. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de cycles, hein, cycle menstruel, cycle cellulaire, cycle circadien. Bah, pour que les cycles se maintiennent dans la durée, hein, c'est des oscillations. Bah, pour maintenir des oscillations dans la durée, il faut activement maintenir des délais. Si on réduit les délais, les oscillations s'amortissent et on meurt. Hein. Donc tant qu'on est vivant, on oscille. Bah, pour continuer à osciller, il faut activement maintenir des délais. Beaucoup de redondance. Regardez un arbre, hein, le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre, le nombre de villosités que vous avez dans votre intestin, le nombre d'alvéoles pulmonaires que vous avez dans les poumons. En fait, nous sommes toutes et tous des êtres extrêmement redondants. Même une bactérie, c'est très redondant. Hein, c'est une redondance moléculaire dans la bactérie. Hein. Donc, en fait, il y a des redondances à toutes les échelles. Beaucoup d'incohérences, beaucoup de contradictions internes dans les systèmes. Ça, c'est dans tous les systèmes maintenant, c'est dans les réseaux de gènes, c'est très bien démontré. On appelle ça les incoherent feed-forward loops, donc les boucles incohérentes. Bah, c'est ce qui permet en fait au système d'amortir les fluctuations externes. En fait, si vous voulez, ça c'est la loi des variétés indispensables de Ashby. C'est aussi le premier principe de la cybernétique. Le meilleur bouclier contre les fluctuations externes, ce sont les fluctuations internes. En fait, s'il n'y a pas de fluctuation à l'intérieur du système, il se rigidifie et il casse face à une fluctuation externe. Donc, il faut avoir une souplesse pour pouvoir résister aux fluctuations externes, pour avoir une souplesse interne, il faut des contradictions internes. L'exemple typique dans le monde social, le contre-modèle, c'est la secte, encore une fois. La secte, c'est un système extrêmement cohérent. Tout le monde se connaît, tout le monde sait ce que l'autre pense. Et ben, c'est très rigide et ça finit toujours par casser. Donc les êtres vivants ont sélectionné au cours de l'évolution des systèmes incohérents pour avoir de la souplesse et pour éviter ces trajectoires mortifères. Et puis enfin, c'est inachevé, parce que quand c'est achevé, un être vivant, c'est mort. Donc tant qu'on est vivant, on est inachevé. Et donc, vous voyez, tous ces principes-là, toutes ces lois, finalement, c'est que des contre-performances. Ce n'est ni efficace, ni efficient. Il n'y a pas d'objectif à atteindre et ça consomme énormément de ressources. Donc, il faut vraiment arrêter avec cette idée du vivant qui est sobre et économe, au passage. Ça n'a vraiment aucun sens. Le vivant consomme énormément de ressources. Alors, il y a plein d'exemples qui le disent, ça. La photosynthèse, par exemple, la photosynthèse, le rendement énergétique de la photosynthèse, c'est 1%. Les plantes gâchent 99% de l'énergie solaire.
Les herbivores qui mangent des plantes gâchent 90% de la prise alimentaire d'un point de vue énergétique. Les carnivores qui mangent des herbivores, 90% de pertes. La chaîne alimentaire, c'est un carnage de ressources. Donc voilà, c'est ça qu'il faut voir. Hein. En fait, les êtres vivants se placent dans des conditions où le gâchis n'est pas un problème. C'est ça le truc. En fait, vu que c'est circulaire, c'est pas grave. En fait, vu que ça consomme plein de ressources, en fait, ça nourrit l'écosystème qui, en retour, va nourrir les individus. Voilà. Mais donc, c'est vraiment une autre façon de voir les choses. Alors, je vais quand même vous donner un exemple sur la diapo suivante pour l'illustrer, cette histoire de compromis entre robustesse et performance. C'est mon exemple favori hein, sur la température corporelle. Donc, vous savez qu'on est à 37 degrés. Et puis, quand il y a un virus, un pathogène hein, qui rentre dans notre corps, on peut avoir de la fièvre. On va monter 38, 39, 40 degrés. Alors moi, si j'analyse l'activité des enzymes de votre corps, je vais trouver que leur optimum d'activité n'est pas à 37 degrés. En général, il est plus près de 40 degrés. Donc ça veut dire qu'à 37 degrés, à notre température de croisière, notre métabolisme n'est pas au maximum de performance, il n'est même pas à l'optimum de performance. Il est très en dessous de l'optimum de performance. Alors pourquoi ça? C'est très simple en fait. Hein. À 37 degrés, donc notre corps ne fonctionne pas de façon très performante. Par contre, à 40 degrés, notre métabolisme est très performant. Et notre système immunitaire, évidemment, est très performant. Et donc, en fait, on a gardé des réserves, on a gardé des marges de manœuvre. Et donc, à 37 degrés, on n'est pas très performant pour pouvoir répondre à une fluctuation imprévisible. Et là, on va autoriser la performance. Mais c'est une autorisation sur dérogation. Parce que 40 degrés, c'est épuisant. Le, le corps, hein, le métabolisme est en train de faire un burn-out moléculaire. Les protéines travaillent beaucoup trop vite. Elles sont en train de se brûler. Hein. Au bout de 3 jours, c'est mortel. Hein. On ne peut pas rester à 40 degrés très longtemps. Hein. Donc, en fait, on revient à la vitesse de 37 degrés, à la température de 37 degrés. Donc, en fait, vous voyez le compromis. Hein, c'est tout simple. Hein. À 37 degrés, on n'est pas très performant. On a gardé beaucoup de marge de manœuvre. Donc, on est robuste. Et puis, quand il y a une crise, on va autoriser la performance de façon transitoire. Si vous voulez une analogie sociétale, c'est le pompier. Le pompier, quand il est au feu, eh ben, il fait de la performance. Hein. Là, c'est à fond, c'est dictatorial, voilà, c'est vraiment performant, efficace, efficient. Par contre, le reste du temps, le pompier, il dort, il attend qu'on le sonne, il s'entraîne. Ça, c'est plutôt de la robustesse. Il a pris des marges de manœuvre. Bon, ça, c'est un exemple. Voilà. Mais en fait, il y en a plein. Hein. Tous les biologistes que vous rencontrerez vont vous raconter des histoires du compromis entre robustesse et performance. Alors du coup, sur la diapo suivante, ça doit nous aider à envisager le futur de la société, alors de l'université, mais au-delà de la société, au-delà de l'université, évidemment. En fait, ça nous invite à questionner ce que c'est que le progrès. En fait, ça fait 10 000 ans, en gros, depuis qu'on a inventé l'agriculture, hein, qu'on a décidé de contrôler la nature hein, avec l'agriculture, la sédentarisation, puis après la colonisation, les plantations, la mécanisation, et puis depuis les années 50, la grande accélération. En fait, ça fait depuis 10 000 ans qu'on est fixé sur un progrès de l'humanité qui serait guidé par des gains de performance. Quand on regarde bien, ce qu'on a fait depuis 10 000 ans, c'est d'augmenter l'efficacité, l'efficience des individus, des collectifs, des technologies, des organisations. La différence, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, en fait, on est au bout de la courbe rouge, là. C'est-à-dire qu'en fait, plus on augmente les performances et plus la viabilité de l'humanité sur Terre est menacée. C'est le monde des ruptures. Hein. Voilà. C'est le monde suroptimisé, surperformant, qui est en train de tout brûler. Donc, on est en train de faire un burn-out des humains et un burn-out des écosystèmes. C'est vraiment la crise de la performance. Donc, le futur du progrès, ce ne sera pas des gains de performance. Et je ne dis pas ça parce que je suis un devin, c'est juste que ce n'est pas possible. C'est physiquement impossible. Quand on augmente les performances, efficacité, efficience, on s'enferme dans une voie étroite. Dans un monde qui change tout le temps, c'est suicidaire. Donc, ce n'est pas possible. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est le futur du progrès? C'est sur la diapo suivante. En fait, on va changer d'axe. Le futur du progrès, ce sera des gains de robustesse. Dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, il faudra être de plus en plus robuste. On n'a pas le choix. Alors, quand je dis qu'on n'a pas le choix, c'est en fait, on n'aura pas le choix d'avoir le choix. Parce que la robustesse, c'est pluriel. C'est la performance qui est monolithique. Hein. D'ailleurs, vous avez vu que le numérique, ça se cristallise autour de certaines technologies d'ailleurs. Donc ça, c'est une bascule fondamentale. En fait, on est en train de quitter le néolithique, hein, pour le dire un peu brutalement. Ça fait 10 000 ans qu'on pense contrôler la nature. Et là, on se rend compte que plus on contrôle la nature et plus on perd le contrôle. La nature se réveille.
Et donc, évidemment, la société et la géopolitique avec. Donc, du coup, il va falloir apprendre à vivre dans un monde où on a perdu le contrôle. Et du coup, bah, c'est ce monde de la robustesse. Alors, ça peut paraître très pragmatique comme ça, hein, très scientifique. Oui, voilà, bah, en effet, le monde fluctue, donc on fait de la robustesse, hein, ça c'est normal. Par contre, ça peut paraître complètement utopique. Parce que les clients, ils vont toujours chez Shine ou Temu pour s'acheter de la ultra fast fashion pas cher, hein, donc ça c'est de la performance. Les décideurs, ils veulent de l'efficacité politique, et les citoyens aussi. Enfin, donc tout le monde est drogué à la performance, hein. Les investisseurs veulent des retours sur investissement, donc tout ça c'est de la performance. Donc est-ce que c'est pas un peu utopique ce basculement? Et pourquoi en 2025, là, d'un seul coup, on quitterait le néolithique, hein? Ça paraît quand même un peu dingue, hein. Alors, diapo suivante, comment on peut envisager ça? Comment un système bascule? Alors, j'aime beaucoup cette analogie de la nuée d'oiseaux, hein, la nuée des tourneaux, parce que ça permet d'avoir un premier ingrédient pour comprendre comment un système bascule. Donc là, c'est une nuée d'oiseaux, hein, c'est l'exemple typique d'un système qui bascule, hein, de droite à gauche, hein, qui n'arrête pas de basculer, voilà, qui tourne de façon synchrone, coordonnée, sans faire de casse, hein, vous voyez, les oiseaux ne tombent pas, hein, quand ils tournent, hein, donc c'est quand même assez incroyable. Donc comment ça marche ce truc-là? Comment un système fait pour basculer? Alors c'est très simple, ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe qui guident le groupe. Parce que ce sont les oiseaux à la périphérie du groupe qui sont exposés aux fluctuations du monde. C'est eux qui voient les fluctuations en premier, c'est eux qui voient le prédateur qui passe, qui voient la bourrasque devant. Donc en fait, ils répondent, ils se synchronisent, et en fait, après, ils contaminent le cœur du système. Et donc ça, c'est vrai pour une nuée d'oiseaux, la marge contamine le cœur. Et ben, c'est vrai pour tous les systèmes. C'est vrai pour les bancs de poissons, c'est pareil. C'est vrai pour les empires. Et donc, en fait, c'est vrai aussi pour des systèmes sociaux, pour nos systèmes sociaux. En fait, si on veut voir le monde basculer de la performance à la robustesse, c'est pas la peine d'aller voir ce qui se passe chez Elon Musk, ce qui se passe chez McKinsey ou chez Total, hein. Ça, c'est le cœur faisandé de la performance. C'est le monde obsolète d'avant. Donc, il n'y a pas beaucoup de leçons à prendre de chez eux. Par contre, les collectifs de citoyens qui sont déjà exposés à des très fortes fluctuations, alors là, il y a beaucoup à apprendre, parce qu'en fait, ils sont déjà en train de construire le monde robuste de demain. Et alors, à l'université, hein, c'est très simple, hein, si des grosses institutions un peu monolithiques sont plus près du cœur du système, et qu'est-ce qu'on voit apparaître actuellement? Des petites universités du type Ecologica à Lyon, hein, il doit avoir 40 étudiants, hein, donc c'est tout petit, hein. Mais par contre, ils ont mis au cœur le monde fluctuant. Bah ça va éclairer, hein, le monde universitaire, mais donc il ne faut pas chercher forcément, enfin voilà, ces petites universités, ça peut nous éclairer. Ou alors dans l'université institutionnelle ou les grandes écoles, vous avez des collectifs qui sont aux marges. Souvent, c'est les collectifs transition écologique, hein, ou transition sociale, voilà, violence sexiste, en fait, tout ce monde qui en fait n'en peut plus du monde performant. Là, il y a beaucoup d'initiatives et de choses qui vont transformer le système. Donc c'est vraiment aux marges que ça se passe. Il y a cette phrase de Jean-Luc Godard, hein, c'est la marge qui tient la page. C'est la marge qui tient la page. Ouais, c'est exactement ça qui se passe, donc c'est aux marges, hein, qu'il faut aller voir. Alors du coup, diapo suivante, qu'est-ce qu'on voit aux marges? Alors c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'aux marges, ce que je vous présentais comme une utopie, le basculement de la performance à la robustesse, ce n'est pas du tout une utopie, c'est de la pratique. En fait, on a déjà basculé dans le monde de la robustesse. C'est juste que c'est beaucoup moins médiatisé que le monde ultra performant. Mais sous le radar, le monde robuste, il est déjà là. Et il est en train d'exploser positivement, hein. Il est en train de proliférer, de s'épanouir. Alors là, je vous prends quelques exemples. Ici, là, c'est un exemple, c'est un petit village, Saint-Martin-d'Auxigny. Donc voilà, on est aux marges. Et donc, c'est vous voyez à gauche, c'est un des nombreux villages qui a subi le remembrement dans les années 50 pour augmenter la performance des parcelles agricoles. Donc, on a canalisé les rivières, augmenté les surfaces agricoles. Donc, quand on canalise les rivières, eh ben oui, on augmente les performances agricoles, mais surtout, on fait une autoroute à eau. Et quand il pleut beaucoup, eh ben, ce canal, il va envoyer l'eau très rapidement dans la ville voisine. Et du coup, ils se sont fait inonder une fois, 2 fois, 10 fois. Et puis au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, bah là, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, c'est ce que vous voyez à droite, hein. Ils ont retracé une rivière, ils ont remis des lacets dans la rivière, ils ont reméandré leur rivière pour la ralentir. Donc, vous voyez, on réduit la performance de la rivière, on réduit la surface agricole. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe quand il pleut? Eh ben, cette rivière qui est plus lente, elle va inonder la parcelle, mais elle ne va plus inonder la ville. Et donc, on a désoptimisé le paysage pour augmenter la robustesse territoriale. Donc ça, c'est une petite initiative qui se passe aux marges de la société, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on en parle au journal de France 2 à 20 heures. Et donc, en fait, cette petite initiative robuste aux marges est en train de contaminer le cœur.
Et juste pour aller plus loin, hein, ça, ils ont fait ça avec des tractopelles à l'époque. Maintenant, il y a une boîte à Valence, en France, qui fait ça en s'inspirant de ce que font les castors. Donc maintenant, on peut même faire ça avec des pratiques bio-inspirées encore plus vertueuses que d'utiliser un tractopelle, quoi. Donc c'est juste pour, c'est ce monde-là, hein, le monde de la robustesse, hein. Ça, là, on s'est vraiment reconnecté à son espace et on a donné du sens à nos actions. Alors, autre exemple sur la diapo suivante, c'est la bascule du monde agricole. Le monde de l'agriculture intensive, hein, qui est le monde après-guerre, hein, c'est en fait très récent, hein, c'est juste depuis 1945. En fait, c'est un monde où on exploitait les écosystèmes pour augmenter la production. Donc, typiquement, un monde de la performance débridée, hein, donc un monde qui dépend d'une abondance de pétrole vraiment délirante, hein. Bon, bah, ça, on arrive au bout, hein, de ces systèmes-là. C'est toujours dominant, hein, à l'échelle planétaire, mais c'est un système qui arrive à bout de souffle parce que bah, le pétrole, voilà, on va quand même arriver à des limites d'acceptabilité, de prix. Il y a aussi le phosphate, hein, la question du phosphate. Vous savez que le stock mondial de phosphate, hein, ce qui reste de phosphate, en gros, il est au Maroc, hein. D'un point de vue géopolitique, c'est extrêmement explosif, hein, quand un pays a dans sa main un ingrédient essentiel de l'agriculture intensive. Donc, il reste une vingtaine d'années, hein. Voilà, dans 20 ans, c'est terminé, l'agriculture intensive, si on regarde certains paramètres et en supposant la paix. Donc, c'est pour dire que c'est plutôt optimiste. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Eh bien, on voit apparaître l'agroécologie. Toute la zoologie de solutions qui sont basées sur de la biodiversité cultivée, donc les permacultures, l'agroforesterie, les jardins créoles dans les Caraïbes. Tout ça, c'est de l'agriculture qui est plus lente, plus hétérogène, moins performante, mais plus robuste. Parce que la parcelle, en fait, elle peut répondre aux intempéries, aux sécheresses, il ne dépend plus d'une technocratie distante. Ça, c'est de la robustesse territoriale. Et donc, en fait, le paysan qui fait de l'agroécologie, il se pose la question inverse. Comment la production peut nourrir les écosystèmes? Donc, un paysan qui fait de l'agroécologie, il va multiplier, enfin, il va diversifier ses cultures pour qu'il y ait des services écosystémiques. Et en fait, quand vous avez de la biodiversité cultivée, la parcelle, elle est plus résistante aux pathogènes, elle est plus résistante à la sécheresse. Il va maintenir des insectes auxiliaires, il va maintenir l'hygrométrie de ses sols en gardant de la matière organique dans les sols. S'il fait des mélanges variétaux de blé, il va mélanger ces mélanges variétaux avec ses voisins paysans. C'est le monde de la richesse des interactions. Donc c'est là où en fait on est bon là. Là, ça y est, on coopère vraiment. En fait, on a quitté le monde de l'abondance matérielle pour aller dans le monde de l'abondance des interactions. On est en train de quitter le monde réductionniste, pauvre en interaction, pour aller dans le monde riche en interaction. Donc ça, c'est le monde qui vient pour l'agriculture. Et en fait, c'est en explosion actuellement, hein, aussi, hein. L'agroécologie en Europe, hein, c'est incroyable. En 10 ans, 66% en plus, hein. Donc c'est vraiment en train de décoller. Alors, autre exemple, peut-être encore plus simple à voir, hein, dans la vie de tous les jours, hein, sur la diapo suivante. Sur la diapo suivante, c'est les objets réparables, le tout réparable. Il y a 20 ans, le réparable, c'était seulement un atelier de réparation de vélos en ville, et c'était à peu près tout. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui ne se pose pas la question de la réparabilité de ses produits. Il y a 400 Repair Café en France. C'est Velov 1083, Royal Maire, c'est des pulls garantis à vie. 1083, voilà, c'est des jeans Infinity. Enfin, Brezélec, c'est de la réparation d'électronique agricole. Petite boîte bretonne qui fait de la réparation d'électronique agricole depuis les années 70. Aujourd'hui, Brezélec, ils ouvrent des succursales aux États-Unis et en Australie. Enfin, ça dit des choses quand même, hein, quand une petite boîte de réparation comme ça se développe. L'extrême défi de l'ADEME, c'est des véhicules intermédiaires, donc c'est entre un vélo et une voiture, si vous voulez. Ça, c'est des véhicules qui sont démontables, interopérables. Enfin, inutile de vous dire que si c'était ces véhicules-là qu'il y avait à Valence en Espagne, on ne verrait pas des piles de voitures comme ça qui s'empilent dans les rues, dans la boue, hein. Alors, et si on en voyait, on pourrait les sortir de la boue, les démonter et les remonter. Ça, c'est voilà, adapté au monde fluctuant qui vient. Donc ça, le tout réparable, c'est presque l'exemple le plus caricatural, hein, du monde robuste qui vient. C'est de la robustesse matérielle dans ce cas-là, mais c'est assez enthousiasmant. Alors du coup, diapo d'après, diapo suivante, ça va certainement résonner avec notamment les grandes écoles et les universités. Ce monde de la robustesse répond à ce mouvement de désertion des étudiants qui ne veulent plus être ingénieurs. En fait, le monde de la robustesse nous permet de dire qu'on a besoin des ingénieurs dans le monde d'après, mais ils vont avoir ils vont donner d'autres sens aux technologies. Dans le monde de la performance, ce qu'on demandait aux ingénieurs, c'était d'augmenter les performances via des délégations techniques distantes. C'est ça qu'on demandait aux ingénieurs, hein. En fait, ça arrivait à faire des objets fragiles et de l'obsolescence programmée, hein. Finalement, c'était ça qu'on demandait aux ingénieurs.
Bah, dans le monde de robuste, les ingénieurs, ils ont les mêmes savoirs scientifiques, mais on va leur demander de développer des solutions robustes. Alors, c'est 2 ingrédients, technodiversité. Un ingénieur, une ingénieure, eh ben, doit développer un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Voilà, il faut qu'il y ait plusieurs options, diversité des solutions, technodiversité. Et en plus, ce qu'on vise, c'est l'autonomie technique des citoyens. Il faut que la solution soit réparable, adaptable dans le territoire, avec une entreprise locale, avec une association locale, mais il faut pas que dépendre d'un microprocesseur fabriqué à Taïwan. Ce serait beaucoup trop fragile. Donc, du coup, là, ça, c'était une bascule fondamentale, mais vous voyez, ça donne beaucoup d'enthousiasme parce qu'en fait, on est en train de réinventer ce que c'est qu'un ingénieur. Un ingénieur, hein, c'est un mot de la fin du Moyen Âge, c'est celui qui fait des engins de guerre, hein, ce qui fait des catapultes et des fortifications. Donc, c'est quelqu'un qui fait de la performance et de la violence. Hein. Bah, voilà, on va faire des ingénieurs de la paix. Les ingénieurs de la paix, ils font des solutions robustes qui, en fait, prennent soin du territoire, à la fois écologique et social. Donc ça, à mon avis, c'est très enthousiasmant. Et vous voyez aussi que la robustesse n'est pas technophobe. Hein. Au contraire, hein, on aime bien la technique. Hein. Il faut juste que ce soit robuste. C'est le monde de la performance hein, qui est technophobe. Hein. Ça, il ne faut pas se tromper. Hein. Dans le monde de la performance, quand on fait des technologies très performantes, elles écrasent les technologies plus anciennes. Ben, ça, c'est technophobe. Et en plus, on éloigne les citoyens de la technologie. Donc, c'est doublement technophobe. Donc, c'est le monde de la robustesse hein, qui est technophile. Il ne faut pas se tromper. Alors, diapo suivante, un autre exemple aux marges, qu'est-ce qu'on voit? Et donc, notamment dans le milieu scientifique et le milieu de la recherche, ben, c'est ce qu'on voit. Hein, c'est donc alors, les coopératives dans tous les sens, mais les sciences citoyennes, la recherche participative. Ça, c'est de la recherche universitaire très mal évaluée. Parce qu'on publie dans des tout petits articles, hein, donc il y a pas, le facteur d'impact n'est pas la question. Là, hein. Les scientifiques qui s'engagent là-dedans, c'est qu'ils veulent changer leur territoire. Et donc, en fait, ils veulent participer à une activité de transformation du territoire. Et on apprend beaucoup de choses avec ça. En fait, on pose des questions avec les citoyens. Le citoyen n'est pas là pour valider une recherche, il est là pour poser la question avec le ou la chercheuse. Donc là, les sciences citoyennes, c'est très réjouissant. Donc, encore une fois, moins performant. Avec tous les indicateurs de performance, c'est presque le contraire de ce qu'il faudrait faire pour une carrière de scientifique, hein, très clairement. Mais par contre, ça refait du lien science-société. C'est comme ça qu'on va refaire du lien science-société. Hein. C'est en faisant de la recherche participative. Hein. Ce n'est pas juste en attendant que les citoyens viennent nous voir dans nos labos hein, ou à l'université. Et puis, dans le monde économique, évidemment, les conventions des entreprises pour le climat, les scopes, les coopératives, tout ça, c'est en train de se développer très fort. Donc ça, c'est autant d'exemples, hein, encore une fois, hein, plus lent, plus hétérogène, moins performant, mais qui développent de la robustesse territoriale. Alors, diapo suivante, finalement, c'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. C'est ce basculement fondamental qu'on va vivre, enfin qu'on est en train de vivre en ce moment, mais qui va s'accélérer. Dans un monde qui est stable et abondant en ressources, on peut faire de la performance tout le temps. Ce n'est pas un problème. En fait, c'est ce que font les parasites. Hein. Les parasites font ça, en fait. Hein. Voilà, c'est de la performance, abondance de ressources, compétition, sans problème. Ce n'est pas très grave, parce que vu qu'il y a plein de ressources, si on se plante, on pourra toujours trouver des ressources ailleurs. Dans un monde qui est instable et en pénurie chronique de ressources, on fait surtout de la robustesse. Et vous voyez, c'est une question d'équilibre. C'est que dans le monde de la robustesse, en fait, il y aura toujours un peu de performance. On n'est pas, c'est pas du on-off. Hein. Je binarise un peu là, hein, mais c'est le pompier. Quoi, hein. Le pompier, il fait de la robustesse tout le temps, mais de temps en temps, il autorise la performance. Vous voyez, c'est une révolution culturelle, ce qui nous attend. Ce n'est pas une révolution technique, c'est culturel. La valeur qui va monter, c'est la robustesse dans un monde fluctuant. Alors, diapo suivante, quelle boîte à outils? Comment on fait pour monter en échelle? Parce que les exemples inspirants, bah, c'est pratique parce que ça permet de dire que non seulement il y a une théorie pragmatique face à un monde fluctuant, il faut être robuste, il y a aussi des exemples inspirants pour dire, bah oui, ça arrive aux marges et c'est en train de contaminer le cœur. Comment on fait pour que l'université ait son rôle à jouer pour catalyser cette révolution et soit partie prenante de cette révolution? Parce que si elle n'est pas partie prenante, elle sera dégagée de l'université. Il faut le dire. Hein. Il n'y aura plus d'étudiants qui voudront aller à l'université si elle enseigne la performance. Enfin, je le dis un peu brutalement, hein, mais en tout cas, ce compromis entre performance et robustesse. Et donc, avec plein d'indications. Alors, du coup, diapo suivante, qu'est-ce qu'on peut faire? Première chose, c'est donc sur la partie culturelle, ringardiser la performance, ou en tout cas ringardiser le culte de la performance. En fait, il y a quelque chose de très simple. Il faut comprendre que quand on met l'accent sur la performance, en fait, on met l'accent sur la compétition et sur la violence. Dans une compétition, hein, ce sont toujours les plus violents qui gagnent. Hein. Donc, le burn-out, c'est l'exemple typique, on est violent avec son corps. Hein.
Bon, alors là, vous avez un exemple, Javier Milei, qui nous dit qu'il va couper les services publics à la tronçonneuse. Donc là, vous avez tout, la performance, la violence, et on voit le résultat, la pauvreté qui est en train d'exploser en Argentine. Donc ça, c'est très simple, mais il y en a plein d'autres. Prenez tous les ultra performants, Elon Musk qui va aller sur Mars, une planète morte. Bon, bah, c'est un projet de mort d'aller sur Mars. MBS qui fait une ville Neom dans le désert saoudien, bah, c'est une ville fantôme, c'est absolument pas durable. Tous ceux qui veulent construire des bunkers, bah, c'est des tombeaux. Enfin, oui, enfin, c'est ça. Le monde des ultra-performances, c'est un monde très triste. C'est vraiment un monde où on veut atteindre la destination encore plus vite. Donc, ouais, aucun intérêt. Donc, si vous voulez, l'entrée satirique, à mon avis, est porteuse pour entamer la déprise sectaire de la performance. OK, donc ça, c'est regarder la performance. Deuxième, peut-être plus opérationnel sur la diapo suivante. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nous, les humains, nous pensons le monde comme stable, par défaut. Tous les matins, le soleil se lève. Et donc, on pense que le monde est stable. Sauf que là, en fait, on rentre dans un monde qui va être de plus en plus fluctuant. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier rapport là, sur le climat en Italie. Tous les jours, en Italie, il y a eu un événement extrême. Tous les jours, 365 jours, 365 événements extrêmes climatiques en Italie l'année dernière. Donc, en fait, on est en train de rentrer dans un monde fluctuant. Ce n'est plus une prédiction scientifique, c'est du vécu. Donc, du coup, comment on fait pour s'acculturer au monde fluctuant? Alors, il y a un outil qui est très pratique, c'est le stress test. Alors, en fait, voilà, dans le monde de la performance, l'outil qui domine, c'est l'indicateur de performance, c'est les facteurs d'impact, c'est les KPI dans l'industrie, c'est tout ça. Dans le monde de la robustesse, on fait plutôt des stress tests. Alors, un stress test, c'est quoi? En fait, c'est des jeux, c'est des scénarios où on fait fluctuer les paramètres du système de façon virtuelle. Donc, on imagine, par exemple, que l'année prochaine, le pétrole est 30% plus cher. Qu'est-ce que ça change à mes activités? Qu'est-ce que ça change à mes enseignements, à l'université, à mon rapport, voilà, enfin, tout ça. Autre test, l'année prochaine, il y a un virus informatique qu'on va appeler le Covix et qui éteint Internet pendant 6 mois. Qu'est-ce que ça change à mes activités? Bah, tout ça, c'est des fluctuations qu'il faut prendre au sérieux, en fait. Et quand on fait ces jeux, et si on le fait sérieusement, comment on va répondre? Eh ben, en augmentant les marges de manœuvre dans son système, dans son organisation. Et ben, quand on augmente les marges de manœuvre, quand il y a une crise qui arrive, et ce sera encore une autre crise, celle qu'on n'a pas prévue, et ben, en fait, vu qu'on a augmenté les marges de manœuvre, on va pouvoir mieux la passer. Et donc, on sera robuste face aux crises. Alors là, je vous ai mis l'exemple de la métropole de Lyon qui a créé un jeu là en 2024 qui s'appelle Tumult. Donc ça, c'est plutôt à destination des entreprises, mais c'est un stress test. Oui, en fait, c'est en train vraiment de se développer. Voilà, cette question de la robustesse est en train de devenir très fort. Donc le stress test, voilà, ça peut être un outil très pratique. Diapo suivante, c'est un peu éclectique. Il y a une responsabilité nouvelle qui va nous être incombée, nous, un peu les, j'ai envie de dire, les universitaires, les scientifiques, ou les sachants, si vous voulez. C'est en fait cette idée qu'on ne peut plus continuer à être les fers de lance du monde de la performance. En fait, il faut bien comprendre que le monde de la croissance économique, le monde de la croissance du PIB, le moteur principal de ça, c'est nous. C'est le monde de la recherche, c'est le monde de l'innovation. Parce que l'innovation, on l'a enfermée dans l'idée que l'innovation devait augmenter les performances, ce qui est une aberration. Pourquoi faudrait-il que l'innovation soit toujours au service de la performance? Alors là, je vais vous mettre quelques exemples. La géo-ingénierie, alors la géo-ingénierie, bah, c'est très simple, c'est voilà, c'est une excellente réponse à une très mauvaise question. Ça va permettre, si on arrive à réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère, de façon voilà, chimique, mécanique ou je ne sais pas quoi, ou même biologique, en fait, on va surtout autoriser des industries polluantes à continuer à travailler, et donc à continuer à détruire la biodiversité. Donc c'est certainement une solution, c'est pas une solution. Peut-être je peux prendre l'exemple de l'agriculture de précision. L'agriculture de précision, on peut penser que c'est sobre en pesticides, c'est sobre en engrais, parce qu'on va utiliser des drones et du numérique pour mettre juste la dose qu'il faut dans le champ, dans le mètre carré de la parcelle qu'il faut. Donc on peut penser que c'est de la sobriété. En fait, il faut bien se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, on rend les parcelles plus homogènes. Pourquoi veut-on rendre les parcelles agricoles plus homogènes? Eh ben, c'est pour continuer à faire des monocultures. Et donc, en fait, pour poursuivre une agriculture intensive qui détruit les sols, qui désertifie l'agriculture. Donc, ça n'a aucun sens. Enfin, ça a du sens sous forme de niche, mais ça ne peut pas être un modèle général. Et en plus, on va rajouter une aliénation aux paysans qui sont déjà dépendants d'une technocratie, des engrais et des pesticides. On va leur rajouter une dépendance aux drones et au numérique.
Donc extrêmement fragile, hein, dans un monde fluctuant, voilà, ça n'a aucun sens. Et donc la fusion nucléaire, peut-être un dernier exemple, c'est le projet ITER, hein, notamment, hein. Donc si un jour on arrive à avoir de l'énergie gratuite et propre, ça, Georges Bataille le disait très bien dans La part maudite en 1949, on va faire la guerre. Parce que c'est ce que font les humains, mais c'est aussi ce que font les êtres vivants. Quand on donne beaucoup de ressources à un être vivant, et donc un être humain, il fait la guerre. Il dissipe l'excès d'énergie, l'excès de ressources. Donc c'est exactement ce qui s'est passé au début du XXe siècle. On avait du charbon et du pétrole pas cher, et on a fait 2 guerres mondiales. Donc si un jour on a accès à la fusion nucléaire et de remplacer de l'eau par de l'énergie, ce sera la guerre jusqu'à la fin des temps. Donc c'est vraiment un très mauvais projet. Et que c'est encore une fois une excellente réponse à une très mauvaise question. Donc en fait, pour nous, les scientifiques, les universitaires, il faut vraiment comprendre qu'un monde durable, c'est un monde qui est robuste. Et la robustesse, c'est un compromis avec la performance. Donc ce n'est pas pour dire qu'on ne va pas faire de performance, mais il faut qu'elle soit à sa place. Et elle est à la seconde place. C'est la robustesse d'abord. Diapo suivante, autre chose qu'on peut faire dans les organisations, et là c'est peut-être plus pour l'université en tant qu'organisation, en fait, audit interne de robustesse. Comment on fait pour que, dans un monde fluctuant, une organisation soit durable? Et ben, en fait, on peut faire un audit interne de robustesse. Alors, c'est un peu le contraire de ce que conseillerait McKinsey. Un audit interne de robustesse, c'est de lister les contre-performances et au lieu de vouloir les évacuer, on les valorise. On essaye de voir en quoi ça ajoute du jeu dans les rouages et en quoi ça nourrit la robustesse de l'organisation. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, hein. Donc c'est typiquement voilà, plutôt de la polyvalence, de la diversité. C'est plutôt ça qu'on va stimuler. Le stock, hein, on arrête avec l'histoire du zéro stock, hein, évidemment. Hein, ça, c'est le monde du flux tendu. Ça, c'est le monde performant qui fait dans l'illusion du monde stable et abondant en ressources. Hein. Dans un monde instable, en pénurie chronique de ressources, on fait des stocks, évidemment. Mais il y a plein de mots. Hein, voilà. Bon, peut-être juste 2 mots qui le résument. Dans un monde stable et abondant en ressources, on prévoit. Dans un monde instable et en pénurie chronique de ressources, on se prépare. C'est le contraire. Hein. Prévoir, c'est très arrogant. Hein. Ça veut dire qu'on sait ce qui va se passer. Hein. Alors, se préparer, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, on a un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Voilà. Donc, c'est diversité, aléatoire, hétérogénéité, incohérence. Tout ça, c'est au service de la robustesse de l'organisation. OK, alors peut-être diapo suivante et je vais presque terminer. Sur la diapo suivante, c'est cette histoire de santé commune. Alors ça, c'est aussi, c'est presque plus économique. En fait, quand on fait des projets, quels qu'ils soient, on pense que toute fondation du projet doit être une solide fondation économique. Donc c'est vrai aussi pour l'université. Et donc on pense que s'il y a une solide fondation économique, alors il y aura du lien social. Et s'il y a du lien social, ben, on aura un peu de temps pour s'occuper de l'environnement. Voilà, c'est grosso modo ça qu'on a en tête. Donc dans les projets actuels, c'est ça. Alors, cette pyramide, hein, quand on réfléchit bien, elle n'a aucun sens parce que la fondation est économique. L'économie, c'est une abstraction mathématique. Il n'y a pas de base physique à cette pyramide. En fait, la vraie base physique de cette pyramide, c'est sous l'économie, il y a un autre bloc en dessous qui sont des ressources abondantes et pas chères. Du pétrole, hein, des métaux, des ressources naturelles. Voilà. Alors là, ça marche. Là, le rôle de l'économie, c'est de gérer l'abondance des ressources. En biologie, hein, c'est ce qu'on appelle un parasite. Hein. C'est ce que fait le parasite. Il gère l'abondance des ressources. Voilà, ça marche. Ça marche jusqu'à ce que les ressources deviennent pénuriques ou alors que les externalités négatives rendent le monde toxique. Et donc, c'est exactement dans ce monde-là dans lequel on est. Et donc, sur la diapo suivante, on va inverser la pyramide. Le monde de la robustesse, c'est donc évidemment beaucoup plus fondamental. C'est une inversion totale. En fait, tout projet doit d'abord prendre soin des milieux naturels. Si on fait du lien social, s'il y a du lien social, alors ça générera des modèles économiques. Et donc, l'économie n'est plus la contrainte d'entrée, c'est le produit de sortie. Et c'est sa place. Il faut que l'économie soit dans le social. Parce que sinon, ça veut dire qu'on met la société dans un modèle économique. Ça n'a aucun sens. C'est dogmatique, forcément. Donc l'économie doit être dans le social. Et vous voyez, j'ai résumé finalement tout mon topo avec ces 2 phrases en dessous, là, ces 2, deux petits mots. Dans les années 80, hein, quand on était dans le développement durable, hein, complètement dépassé hein, actuellement, on se posait la question de l'impact de nos activités sur l'environnement. Ça, c'est complètement dépassé, ça. Ça, c'est une posture descendante, comme si nos activités allaient impacter l'environnement. Non, aujourd'hui, il faut se poser la question inverse. Il ne faut pas se poser la question de l'impact de nos activités sur l'environnement. Il faut se poser la question de l'impact de l'environnement sur nos activités.
Les fluctuations de l'environnement, c'est une donnée de base. On ne pourra pas le modifier. Il est trop tard pour éviter les fluctuations. Donc, dans un monde fluctuant, il va falloir que nos activités soient ajustées à ce monde fluctuant. Et donc, ça veut dire que nos activités universitaires ne vont pas y échapper. Donc, là, je vous ai cité la recherche participative, les sciences citoyennes, mais c'est aussi l'éducation, hein, les écoles du dehors, former des coopérateurs, des profs qui posent surtout des questions et qui n'apportent pas des réponses. Tout ça, c'est le monde de la robustesse dans l'université. Donc, c'est une nouvelle posture. D'ailleurs, ça fait ma transition vers mon avant-dernière diapo suivante, du coup, donc sur la nouvelle posture des décideurs. Et donc, si on forme l'élite de la nation, finalement, il faut absolument leur donner cette idée de nouvelle posture. Alors, les décideurs dans le monde stable, abondant en ressources, les décideurs, c'était des meneurs, les capitaines d'industrie. Hein. Voilà, c'était les meneurs à qui disaient je veux et je sais comment faire. Voilà, ça, c'est un meneur qui est dans le pouvoir. Hein. Donc, ça, finalement, ça marche très bien hein, dans un monde stable et abondant en ressources, parce que si le décideur se plante, bah, c'est pas grave, parce qu'il y a des ressources ailleurs. Donc, finalement, c'est pas très grave. Alors, dans un monde fluctuant, en pénurie chronique de ressources, le décideur, donc c'est sur la diapo suivante, ou l'animation suivante, le décideur, ce n'est plus un meneur, c'est un facilitateur. Et c'est un facilitateur qui n'est plus au service du pouvoir, mais qui est au service de la puissance. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'elle dit, ce décideur, cette décideuse? Eh ben, cette personne dit « j'ai envie et je ne sais pas comment faire ». Donc, on est en train de passer du vouloir au désir. Quand on dit « j'ai envie », on crée du « nous ». Et quand on dit « je ne sais pas comment faire », ce qu'on met sur la table, c'est le manque de solutions. Eh ben, c'est le manque de solutions qui fédère un collectif, qui mobilise un collectif. Et ça, c'est robuste. Et c'est même robuste à l'absence du décideur. Si le décideur n'est plus là, ça va continuer à se propager et à se déployer. Donc, c'est de la robustesse de gouvernance, si vous voulez. Voilà, ça, c'est une gouvernance décentralisée, distribuée. Donc, ça, c'est le monde qui vient. Et donc, je citais les coopératives, c'est un exemple assez frappant. Alors, diapo suivante, hein, juste pour vous donner quand même des petites nouvelles sur la robustesse et comment ça se déploie. En fait, il y a de plus en plus d'organisations qui commencent à intégrer la robustesse dans leur raison d'être. Et donc, il y a des petites organisations, mais il y a aussi des grands territoires, donc notamment toute la fédération Wallonie-Bruxelles, hein, donc c'est toute la Belgique francophone, toute l'administration, donc c'est 7000 personnes, tous les ministères, hein, justice, transport, mobilité, ont décidé pour leur vision 2030 de mettre le mot robustesse. Et en fait, il n'y a que ce mot-là. Hein. C'est leur vision pour 2030, c'est la robustesse. Donc, ça va être un territoire école extrêmement intéressant à aller voir parce que c'est le premier, pour moi, au monde en tout cas, qui met cette valeur-là en top-down. C'est les ministres, en tout cas l'administration des ministres, qui a décidé de mettre cette valeur-là en premier. Et à la fois au niveau territoire, il y a du bottom-up, parce qu'il y a énormément d'initiatives en Wallonie-Bruxelles, les paysans artisans, la ressourcerie namuroise, enfin il y a plein d'initiatives où c'est du bottom-up robuste. Et donc tout ça va se rencontrer et ça va être très intéressant de voir ce qui se passe en Belgique. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard hein, que ça se passe là-bas. C'est un territoire qui a subi des fluctuations économiques très fortes et dernièrement, en 2021, qui a subi des méga inondations qu'on ne voyait que dans les pays du Sud. Hein. Donc, ils ont vraiment vu le monde fluctuant. Ce n'est pas une prédiction, eux, c'est du vécu dans leur territoire. Donc, ça sera intéressant de voir. Donc, ça veut dire que voilà, c'est en train de se déployer. Donc, je vous invite à aller voir tout ce qui se passe dans ces territoires-là. Ça sera certainement intéressant. Alors, diapo suivante, c'est juste pour, si vous voulez aller plus loin, il y a des bouquins que j'ai écrits sur ces sujets-là, donc notamment l'antidote au culte de la performance, qui est un texte d'intervention. Donc, ce n'est pas un texte académique. C'est un peu comme mon topo du jour, là. C'est un texte d'intervention sans référence. La troisième voie du vent, là, c'est beaucoup plus référencé. De l'incohérence et sur la polarisation sociale. Mais peut-être que je peux vous aiguiller vers le Sator. Sator, c'est une plateforme d'enseignement justement qui essaie un peu de réinventer l'enseignement universitaire quelque part, bon, avec toutes ses limites, hein, mais sur des tas de sujets, sur l'eau et donc notamment sur la robustesse. Et puis, il y a aussi sur le site de l'Institut Michel Serres, il y a un onglet S'impliquer. Vous pouvez aller voir, il y a les premiers pas, il y a des formations, il y a des projets inspirants que vous pouvez aller explorer aussi de ce côté-là. Voilà, je m'arrête là, j'étais un peu long, mais je suis très heureux de prendre vos questions. Merci de votre écoute. Un grand merci, Olivier. Hein, je pense que ça va alimenter les réflexions. Bon, il y a pas mal de personnes qui avaient déjà un peu creusé le sujet, qui te suivent voilà, sur différentes plateformes et réseaux.
Mais je pense que ça va encore alimenter les questions. Et puis, bon, j'espère que ça va pas engager la révolution trop rapidement dans nos institutions. Mais enfin, il y a matière à, hein, quand même. Hein. Écoute, ce qu'on a demandé effectivement aux personnes, c'est de poser leurs questions par écrit dans l'espace QR, hein, bien, notamment pour garder une trace, parce que vous voyez, il nous reste 15 minutes ou un peu plus, et il est possible qu'on ne puisse pas répondre à toutes les questions. Donc, on va les prendre dans l'ordre des publications. Je ne sais pas si tu y accèdes, Olivier, c'est peut-être le plus simple, peut-être que Ouais, tu alors les je vois. prennes, ou Ah, ça si y tu est, je vois. préfères que je te les... Voilà, hein, Je vais afficher les questions-réponses peut-être. Ouais, je vois. Alors, ça doit être. Alors, peut-être que les personnes veulent les poser elles-mêmes, je sais pas, comme tu veux, Olivier, hein, si tu nous dis ce que tu préfères, Ouais, et on Alors, les alors, prend dans l'ordre. il y a des questions un petit peu longues, mais je vois qu'il y a une question sur l'HCERS. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est en effet, il y a une question d'évaluation de l'université et des labos, des enseignements. Alors, l'évaluation, elle peut être utile, mais en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans l'esprit voilà, un petit peu subversif que vous voyez avec la robustesse, ne pas hésiter à parasiter le système et en tout cas à désobéir. Donc, dans l'HCERS, par exemple, on nous demande à nos labos de lister la liste des conférences auxquelles on est allé comme un indicateur de performance. Bon, dans notre labo, nous, on a décidé de lister les conférences auxquelles on a été invité et on a décidé de ne pas aller pour préserver notre empreinte carbone. Oui, en fait, on joue avec ces indicateurs et pourquoi pas, hein, on a le droit, finalement, c'est la liberté du chercheur. Ça nous paraît plus pertinent. Pareil, hein, ça va au-delà de l'évaluation. Dans le labo, là, on a plusieurs bourses ERC européennes, donc, qui sont des financements qui sont ciblés pour une personne et on n'a pas le droit de partager l'argent avec les autres. Hein. Et ben, nous, en fait, on mutualise tout dans notre labo, c'est tout en pot commun. Et donc, en fait, les financements ERC sont mis en commun. Sauf qu'après, quand on doit le justifier, quand on a un audit, ben, on dit qu'on a plein de collaborateurs sur le projet. Donc, en fait, tout est possible. Hein. En fait, souvent, on s'enferme dans les règles qu'on nous donne, alors qu'en fait, si on voit que c'est au service de la robustesse, de l'adaptabilité, de la viabilité de son organisation, du dialogue science-société, on peut très bien jouer avec ces règles-là. Donc, en fait, il y a du jeu dans les rouages, hein, et il faut s'en emparer. Finalement, c'est presque ça mon message. Donc, ça, c'est peut-être la première question sur l'HCERS. Ouais. Elle a son rôle, hein, l'HCERS, mais on peut aussi tourner, il y a un peu de marge. Quoi. La bioéconomie. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que la robustesse fait appel à la bioéconomie? Alors, en fait, c'est souvent ce que je dis hein, dans d'autres contextes. On dit souvent qu'il faut décarboner l'économie. Hein. C'est un peu ce qu'on entend partout. Alors, en fait, quand on réfléchit bien, il ne faut surtout pas décarboner l'économie. Hein. En fait, il faut décombustionner l'économie. Il faut arrêter de brûler du carbone, hein. Arrêter de brûler du bois, du charbon, du pétrole, des biocarburants, parce que ça émet du CO2 et des gaz à effet de serre. Et donc, voilà, donc, il faut décombustionner l'économie. Mais par contre, il ne faut surtout pas décarboner l'économie. Il faut recarboner l'économie. Et donc, la bioéconomie circulaire, c'est une économie recarbonée, où en fait, l'atome de carbone est au cœur, parce que finalement, c'est le seul qui circule vraiment dans l'écosystème. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on va faire pousser des forêts pour faire des objets biosourcés. Hein. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Il y aura une hiérarchie. La biomasse qui est produite sur Terre doit d'abord servir au service écosystémique, ensuite à l'alimentation humaine et seulement ensuite aux biomatériaux. Et dans cet ordre-là, on fait de la bioéconomie circulaire recarbonée. Et donc, ça veut dire aussi qu'on va remplacer les métaux par des molécules biosourcées biodégradables. Je prends l'exemple souvent dans mon labo là, avec le Thomas Dehoux, de l'oignon, dont on voit que l'épiderme d'oignon a des propriétés phononiques, des propriétés d'absorption de certaines ondes acoustiques. Ben ça, c'est ce que font des métaux rares actuellement dans nos smartphones. Donc, on pourrait très bien imaginer remplacer tous ces métaux, enfin en tout cas la plupart des métaux, par des objets qui dépendent de peu d'atomes, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote. Voilà. Ça, c'est vraiment circulaire. Donc la bioéconomie, absolument, hein, bioéconomie circulaire, ça rentre dedans. Oui, que ce soit plus. Oui, alors on me dit qu'il faut que ce soit plus enseigné, plus diffusé ce message. Alors je fais ce que je peux, ce que je peux pour le diffuser. Alors l'exemple belge est intéressant d'ailleurs parce que la RTBF a tout de suite pris le sujet dès 2023, hein, enfin 2022 déjà on en parlait. Et en fait, c'est pas pour rien que la Fédération Wallonie-Bruxelles en parle beaucoup, hein, de la robustesse, et du coup a pris ce sujet-là parce qu'il y a eu un vrai effort médiatique pour en parler. En France, c'est moins le cas. Et du coup, il y a un peu plus de retard, mais bon, ça va venir, hein, quoi qu'il arrive. Et ça sera peut-être d'autres mots. Hein, je ne suis pas accroché au mot robustesse, mais cette ombrelle du monde fluctuant et comment on y répond, ça, par contre, c'est sûr que ça va percoler un peu partout. Et donc, il y a plein moi, je vous invite à en parler. Ça appartient à tout le monde, hein, la robustesse. Hein, donc, c'est vraiment très simple.
Enfin, vous voyez ce que je vous ai raconté là aujourd'hui, hein, dans un monde fluctuant, il faut être robuste. Comment on fait pour être robuste? Il faut du jeu dans les rouages. Comment on fait pour faire du jeu dans les rouages? Il faut aller contre la performance. Ouais, c'est vraiment d'une simplicité toute simple. Donc, tout le monde peut en parler avec ces exemples, hein. Si on est un ingénieur et qu'on fait un avion de ligne, par exemple, eh ben, l'avion de ligne, il fonctionne à 50% et il a 3 systèmes autopilotes. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas très performant, en fait, hein. Il y a beaucoup de gâchis là-dedans, hein. Pourquoi il fait ça? Parce qu'un avion, il va affronter des turbulences. Voilà, donc, dans le monde de l'ingénierie, c'est pareil. On connaît, hein, le compromis performance-robustesse. Donc, en effet, il ne faut pas hésiter à en parler, à regarder la performance. Voilà. Et donc, si à vos étudiants, en effet, c'est la première chose à dire, hein, c'est ne pas se faire avoir par le monde de la performance. C'est vraiment ça, hein, se faire avoir. C'est un piège. C'est un piège, hein. Et donc, ça, il faut le matraquer, hein, pour le coup. La méthode des prix sectaires, c'est ça. Il faut en parler tout le temps, hein. Une branche robustesse à notre label DDRS. Oui, absolument. Alors, le label DDRS, donc développement durable, responsabilité sociétale, en fait, c'est un peu la déclinaison, mais en fait, au cœur, c'est la robustesse. La robustesse, c'est un mot ombrelle qui donne du sens à toutes ces thématiques-là. Parce que quand on réfléchit bien, la durabilité, ça ne veut rien dire, hein. La capacité à durer, c'est de la pensée magique, hein. Comment on fait pour durer, ça ne dit pas comment on le fait. La robustesse, c'est la façon opérationnelle de durer. Si vous voulez, la robustesse, ça répond à 2 pulsions humaines profondes qui sont celles de durer et transmettre. Donc, c'est profondément désirable, la robustesse. En fait, les êtres vivants, c'est ça qu'ils visent finalement, hein. Enfin, ils ne visent rien, mais ils sont robustes pour pouvoir durer et pour pouvoir transmettre. Donc, en fait, ouais, sur le développement durable des DRS, en effet, c'est un mot, c'est dans la raison d'être, hein, très clairement. Juste une petite chose, Olivier, par rapport à ce sujet-là, je pense que si on a organisé aussi cette intervention avec toi, C'est pas par hasard. c'est pas par hasard aussi, hein, c'est aussi que on veut, là je parle un petit peu pour CIRCES, mais il y a Geoffroy qui est là, hein, qui est le président, là, qui est présent. C'est aussi qu'on veut faire évoluer nos outils et notamment, on va dire, les bases conceptuelles, quoi. On parle beaucoup d'indicateurs de performance, hein, dans notre label DRS, hein. Forcément, voilà, on est culturellement marqué, nous aussi, même si on se veut à la marge, on s'est voulu et on se veut à la marge. Mais on voit bien que voilà, il faut qu'on évolue aussi là-dessus. Donc, oui, le sujet ne va pas être laissé de côté une fois le webinaire terminé. Voilà. D'accord, super. Et juste pour ajouter un point, outre les indicateurs de performance, c'est aussi philosophique, hein. C'est que quand on fait de l'enseignement, très souvent, on est tenté par l'exhaustivité. Et même moi, là, quand je fais mon topo, vous voyez, je suis tenté par l'exhaustivité, hein. Je veux faire rentrer trop de choses dans un peu de temps. Le problème de l'exhaustivité, c'est qu'en fait, ça stérilise. En fait, et donc, un enseignement universitaire, dans le monde robuste, on va plutôt apprendre à des étudiants à apprendre. Et donc ça prend beaucoup plus de temps. Donc, c'est plutôt des enseignants qui posent des questions, c'est les étudiants qui vont chercher les réponses. Et du coup, c'est clair qu'à la fin de l'année, on n'aura pas fini le programme, hein. Et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de programme. Il y aura des gros trous dans la raquette. Donc, c'est accepter ça, hein, accepter d'enseigner des trous. C'est qu'en fait, il y a une partie qui sera très consolidée et des parties qui n'auront pas du tout été vues. Mais par contre, on aura formé des étudiants qui sont capables de se former en groupe. Ça, c'est la meilleure réponse aux fake news, hein, parce qu'en fait, ils sont tout de suite compétents pour aller chercher de l'information, pour la confronter, pour la valider avec leurs pairs. Donc ça c'est un point essentiel de l'université. Et donc, ça veut dire, en termes budgétaires, que cette révolution de la performance à la robustesse, ça se fait à coût constant, voire même c'est moins cher. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'on va multiplier les classes inversées. Donc, en fait, on a besoin de moins de financement pour faire le monde de la robustesse. C'est ça qui est dingue, hein. En fait, c'est pas une course, on ne demande pas plus d'argent pour faire de la robustesse, hein. C'est le contraire, hein. En fait, c'est beaucoup plus low-tech, hein. Voilà. Et on crée des espaces pour que les étudiants se mobilisent, que ce ne soient plus des consommateurs, il faut que ce soit des acteurs, et on forme des coopérateurs. Donc ça, c'est un vrai changement. Alors, société ou les dirigeants politiques, un statu quo idéologique. Alors, oui, alors en effet, donc, dans le monde politique actuel, hein, il y a une dérive autoritaire, hein, très clairement. Donc, Pascal Horry, hein, de l'Académie française, le dit très bien dans son tract aussi, hein. On est dans une démocratie autoritaire actuellement, hein. La multiplication du 49.3 l'illustre parfaitement, hein. Donc, ça fait déjà quelques décennies qu'on est là-dedans. Donc ça, c'est le monde de la performance, hein, de l'efficacité politique qui devient violent, hein. Quand on parle de réarmement démographique, hein, en fait, on embrasse la violence. Donc, en fait, ça, c'est un vrai problème, en effet. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, actuellement, le gouvernement n'a plus de légitimité, le Parlement ne fonctionne plus. Donc, en fait, le sujet politique, ce n'est plus au niveau national que ça se passe, c'est au niveau local.
dans les territoires, dans les villes, dans les départements, il y a des choses nettement plus intéressantes qui se passent. Je prends l'exemple de Lyon, là, c'est énorme. Contrat local de la santé, qui inclut la santé commune, les conventions citoyennes du climat locales. À Grenoble aussi, il y a plein de choses. Enfin, il y a quand même des territoires et aussi des petits villages. Vous avez cité Saint-Martin-d'Auxigny. Enfin, il y a plein de choses dans les territoires qui sont très intéressantes, mais c'est toujours pareil. C'est les marges qui vivent dans le territoire avec leurs fluctuations et qui sont en train d'inventer le monde de demain. Donc en fait, moi, je ne passerai pas trop de temps avec l'aspect central des choses, parce que c'est en train de collapser, plus ou moins, de s'effondrer, ça devient de plus en plus inutile, et c'est au niveau local que ça se passe. Par contre, le rôle central, en fait, quand on est à un poste qui est plus près du centre, et qu'on a perçu cette histoire de robustesse, ça veut dire qu'en fait, on est aux marges. On est dans le centre, mais aux marges de ce centre. Le rôle, quand on est là, aux marges du pouvoir central, c'est de contaminer le centre. Voilà, finalement, c'est la mission. C'est en fait, en top-down, de contaminer pour que le centre, finalement, comprenne en fait, que ça va se passer au niveau territorial. Et en fait, stimule les interactions entre territoires locaux. Voilà, il y a indirectement, tu es en train de nous dire que c'est le rôle de la CGE, de France Université, c'est de faire ça, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est de façon même pas subliminale. Mais... Okay. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui pendant cette conférence. Merci. Absolument, absolument. Mais voilà, mais c'est vraiment pour moi, vous êtes parfaitement aligné avec le monde qui vient. Alors, la mesure de la robustesse, indicateur. Alors voilà, donc à la place des indicateurs, c'est ce que je disais un petit peu dans la conf là. Donc c'est pas un indicateur. Le mot indicateur, comment on mesure la robustesse? Un indicateur, ça fait l'hypothèse que le monde est stable. Donc il n'y a pas d'indicateur de robustesse. Il peut n'y avoir que des incitations à la robustesse. Ça peut être que des choses dynamiques. Et donc le stress test, ce serait l'équivalent d'indicateur de performance dans le monde robuste. C'est-à-dire que c'est un outil dynamique adapté à un monde dynamique, fluctuant, en mouvement. J'essaie d'en prendre un maximum. Vous voyez, je suis dans la performance, en contradiction totale avec ce que je viens de raconter. Le sentiment de drive à la robustesse, c'était très fort il y a 10-15 ans. Oui, alors en effet, on voit des oscillations. Ouais, ok. Donc il y a un commentaire qui dit que je suis, donc c'est Michal, là j'en suis à Michal. Le sentiment de drive était fort il y a 10-15 ans, et puis là ça s'essouffle un peu. Alors en effet, donc un basculement, là moi j'ai montré une courbe en cloche. Faut bien comprendre que ça se passe jamais comme ça. C'est des petites oscillations, et ça aussi, donc il y a des hauts et des bas. Par exemple, là, actuellement, on est dans la crise du bio. C'est une oscillation, c'est un point bas, mais si on regarde la tendance sur 20 ans, le bio explose. Donc il y a des moments de creux, mais la tendance, ça va être de plus en plus de robustesse. Donc il ne faut pas se décourager si transitoirement, on voit des jeunes qui vont partir s'acheter de la fast fashion sur Shine et sur Temu. On se dit, mais ce n'est pas possible qu'encore aujourd'hui, il y ait des jeunes qui fassent ça. C'est normal, c'est une transition. Et on peut même penser à Vinted, par exemple, la seconde main maladroite, qui utilise du numérique, qui en fait est un soutien à la fast fashion. Mais Vinted, la partie positive, c'est que ça a permis de légitimer la seconde main. Donc, il y a toujours du positif à tirer. C'est qu'en fait, Vinted, on a eu une sorte de validation numérique de la seconde main. Et maintenant, quand on va aller voir son magasin du coin qui vend de la seconde main, c'est OK. On n'a plus l'impression d'aller chez Emmaüs pour s'habiller. Voilà, ça a vraiment changé les mentalités. Donc, en fait, on est dans cette période maladroite où ça bouge de tous les côtés. Et donc, il y a des hauts et des bas. Mais cette transition, voilà, Donc, je vous invite au contraire à… Mais enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est… La robustesse est profondément désirable. Si vous voulez, si je veux prendre un exemple un peu caricatural, c'est l'élection de Trump. Que Trump soit élu face à Kamala Harris, ce n'est pas une surprise. Dans un monde malade, on élit le symptôme. Donc Trump, c'est le symptôme. Moi, je suis même étonné qu'il ne soit pas élu à 80% aux États-Unis. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'en face, il n'y ait pas un projet très désirable. Parce qu'avec Trump, c'est un projet de glissade vers l'extrême droite, très clairement. On le voit bien avec Elon Musk et compagnie. C'est vraiment de la glissade, comme on a vu ça dans les années 30. C'est vraiment, on y est encore. Là. Donc ça, c'est pas que c'est désirable, c'est que c'est la glissade. Donc c'est le moindre effort. En face, on a des démocrates qui finalement, on a l'impression qu'ils sont assez d'accord avec Trump, qui sont d'accord pour payer moins d'impôts. Donc en fait, comment ça se fait qu'il n'y ait pas un projet désirable en face? La robustesse, c'est quelque chose c'est une brique pour créer un modèle désirable. Et le désir, c'est plus fort que la glissade. Parce qu'en fait, ça mobilise, c'est actif, c'est proactif. Et donc, c'est un peu ça, si ça s'essouffle chez les 10-15 ans ou si les étudiants là, sont un peu résistants,
il faut sortir du discours croissance versus décroissance, sortir du discours capitaliste, anticapitaliste. Il faut juste parler du monde fluctuant et de la robustesse. Comme ça, on sort de tout ça et là, on construit des choses nettement plus enthousiasmantes. Il y a aussi une forme de fierté, à savoir réparer ces objets dans son territoire. Tout ça, ça va mobiliser des sentiments profonds. Le besoin de reconnaissance, c'est aussi profond que l'alimentation. C'est un besoin essentiel de l'humanité. Quand on nourrit la robustesse, en fait, on nourrit ce besoin de reconnaissance. Dans l'enseignement, c'est très clair. Si les élèves enseignent leurs découvertes à leurs collègues, ils auront de la reconnaissance nettement plus forte que s'ils ont une note sur leur copie. C'est beaucoup plus fort comme reconnaissance. Ça va créer du momentum. Alors, Maxime Jor, des exemples de recherche robustesse à une école, à l'université, un écosystème éducatif et de formation. Alors, il n'y a que des organisations à visée robuste. Un organisme robuste, ça n'existe pas. C'est toujours… Et en plus, même dans les systèmes robustes, on autorise la performance, comme nous, la fièvre, ou le pompier. Voilà. Il y a toujours besoin d'un peu de performance. Alors, des exemples… Alors, je n'ai pas un exemple comme ça qui serait un modèle à suivre. Et d'ailleurs, ce serait très problématique. Il n'y a pas de système clé en main dans la robustesse. C'est toujours pluriel, toujours situé. Ça dépend du territoire, des citoyens, etc. Mais il y a des exemples quand même. Donc, l'école du dehors. L'école du dehors, c'est une école où les élèves passent beaucoup de temps à l'extérieur et donc du coup, ils sont soumis à des fluctuations, à la pluie, et donc ils doivent prendre soin de leurs collègues. Ils doivent transporter des objets lourds à plusieurs. Donc en fait, il y a un côté apprentissage de la coopération par le monde fluctuant. Et puis aussi, cette école du dehors, ça développe un lien émotionnel au vivant. Donc quand on est un enfant, si on a passé toute son enfance entre 4 murs en béton, il ne faut pas rêver, on ne va pas développer un lien émotionnel avec la nature. Donc, il faut absolument que les enfants, que les citoyens aient un lien émotionnel à l'environnement, à la nature, à la biodiversité. Ça se développe pendant l'enfance surtout. Donc, il faut qu'on ait tous et toutes des souvenirs d'enfance quand on avait 5 ans et qu'on avait les mains dans la gadoue, qu'on faisait une collection de limaces ou qu'on enlevait les pétales d'une marguerite. Voilà. Ça, c'est vraiment très important. C'est ça qui fait notre lien. Donc, l'école du dehors, c'en est une. Et donc, un autre exemple, c'est les écoles de la coopération. C'est ce que je disais, d'ailleurs, je ne vais pas le redire, où les profs posent des questions. Et c'est les élèves qui vont chercher des réponses. Donc ça, c'est 2 exemples. Mais bon, il y a certainement plein d'autres. Alors, ne peut-on résumer la réflexion entre le court terme et le long terme? Alors non, parce que vraiment, la robustesse, c'est plus la question du temps. Parce que, alors là, je fais un peu 2 minutes philosophiques. Les humains ont un super pouvoir, et c'est le seul super pouvoir qu'ils ont, c'est qu'ils ont inventé l'écriture. Et donc, quand ils ont inventé l'écriture, les humains, en fait, ils ont créé l'accès au temps long. Quand on a accès à l'écriture, on peut lire une tablette cunéiforme sumérienne d'il y a 5000 ans et on peut faire de la spéculation, faire de la science-fiction. Donc, on peut se projeter dans le temps très long dans le passé et très long dans l'avenir. Qu'est-ce que ça crée, ça? Ça crée des humains qui veulent congeler le futur. On fait des biobanques, on fait de la cryopréservation, on fait de la cryogénisation. Donc, en fait, c'est un piège. Puisqu'on a accès au temps long, en fait, on le congèle, le futur. Et donc, on a un rapport au temps qui est très complexe, les humains. Donc, la robustesse permet de déplacer la question. Face à l'urgence, il ne faut pas accélérer, il faut se reconnecter à son espace. C'est ce que je disais dans mon topo. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on dégage la question du temps. On ne va plus être dans l'aller vers, on est plutôt dans le faire avec. Donc, dans un monde fluctuant, on fait avec. C'est-à-dire qu'avec le club de lecture local, avec ses voisins, avec ces objets qui nous entourent, on doit faire avec. Et ça, c'est nettement plus joyeux parce que c'est plus riche, plus hétérogène, plus créatif. C'est de low-tech et tout ça. Donc, en fait, quelque part, ça nourrit le long terme, mais le long terme n'est pas un objectif. En fait, c'est une propriété émergente de la robustesse. Mais on n'est pas obsédé par le long terme. On est plutôt obsédé par l'espace, par nos liens interpersonnels locaux. Je continue. Discipline marketing, la dominante du B2C, l'homo economicus, marketing le B2B. Alors, je lis un peu en diagonale. Industrial marketing and purchasing. Ouais. Alors, sur le marketing, donc en fait, dans le monde économique, il y a beaucoup de réflexions, parce qu'en fait, le monde économique est bien en train de se rendre compte que le modèle de la croissance économique est en train de se planter complètement. Enfin, c'est ce que je vous disais sur la suroptimisation. Le lean management a été abusé, finalement, pour devenir de la suroptimisation à tous les étages. Alors, dans le monde économique, il y a en effet, depuis très longtemps, les entreprises, notamment, intègrent le risque. Donc ça, on peut penser que c'est une forme de robustesse économique. Mais ce qui manque beaucoup dans les écoles de commerce, dans les écoles de management, les écoles de marketing, c'est qu'on en reste là. On reste à de la robustesse économique.
Et donc, alors, c'est presque pire que la performance parce que c'est de la robustesse économique au service de la performance économique. Donc, ça veut dire qu'on va faire des entreprises très robustes qui vont tout dévaster sur leur passage. Donc, en fait, c'est ça qu'il faudrait dire aux écoles de commerce, aux écoles de management, c'est que la robustesse, ce n'est pas à la carte. Il faut que la robustesse, c'est toute la chaîne de valeur. Ça va du fournisseur au client. Et donc, ça veut dire que la robustesse, elle prend soin des territoires, des milieux naturels, de la société. Donc, c'est la santé commune. Santé des milieux naturels, santé sociale, santé des humains. Et ça, c'est interdépendant. Et c'est hiérarchique. C'est d'abord la santé des milieux naturels, ensuite la santé sociale et ensuite la santé des humains. C'est comme ça que ça se nourrit. Et donc, moi, c'est ce que j'aurais tendance à dire. C'est qu'en effet, il y a des initiatives dans le monde du marketing, dans le monde du management sur la robustesse, mais qui restent enferrées dans l'illusion du monde stable, finalement, qui n'a pas compris que si on ne prend pas soin des milieux naturels, ça ne sert à rien. Inversement, il y a des exemples intéressants, des entreprises, Nexans, par exemple, du CAC 40, câblage électrique, qui a décidé de virer 14 000 de ses 17 000 clients. 14 000 clients, sur des critères socio-écologiques. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que des clients hyper performants sont surtout hyper toxiques. Et en fait, poussent aux accidents du travail, poussent à des dégradations écologiques, font de la mauvaise publicité, etc. En fait, ils ont dégagé tout ça. Et donc, c'est intéressant. Enfin, il se passe des choses quand même. C'est en train de bouger. Je vais peut-être prendre la dernière question. Je vois qu'il est 33. Enseignement supérieur, les classements et autres indicateurs sont souvent synonymes de survie économique. Ouais, comment on fait pour que des établissements universitaires gardent leur survie économique? Parce qu'en effet, il y a une question de survie économique. Alors, c'est là où, en fait, moi, j'aurais tendance à dire que parfois, il faut parasiter le système. Donc, si vous demandez des financements, n'hésitez pas à utiliser le mot innovation sociale. Ça sonne très performant, mais derrière, vous pouvez faire de la robustesse, de la science citoyenne, de la recherche participative. Enfin, faut jouer avec le système. Donc, voilà. Il y a encore des financements qui viennent par les voies performantes. Il faut utiliser les mots performants pour faire des projets robustes. Par exemple, sur mon financement européen, il y a un des projets qui a été de soutenir des paysans boulangers de la région lyonnaise. Ce n'était pas du tout dans mon projet, mais j'ai décidé volontairement de désobéir parce que je pensais que c'était un projet intéressant au niveau local et qui fait du lien sans société. Donc ça, c'est la partie parasite. Il y a la partie, peut-être la philanthropie qui va nous aider. Alors la philanthropie, c'est certainement pas idéal parce que c'est aussi une façon de faire de l'évasion fiscale, d'optimisation fiscale dans le monde de la performance. Mais vu que malheureusement, on n'a pas encore des programmes de l'HCRS ou de l'ANR qui font un tri sur des critères de robustesse sur les projets scientifiques, tant que ce n'est pas là, la philanthropie peut nous servir de maillon pour être un peu devant la loi. C'est souvent ce que je dis, il ne faut pas attendre que la loi vous autorise à faire des projets robustes parce que la loi sera toujours en retard. C'est normal, la loi, elle est votée quand tous les citoyens sont d'accord. Donc, en fait, il ne faut pas être hors la loi, mais il faut être devant la loi. Et donc, vous pouvez imaginer des projets, et donc c'est là où peut-être la philanthropie peut aider pour financer ces projets-là, ou alors vous parasitez le système, qui vont réécrire la loi, et en fait, là, vous serez pionnier sur ces projets-là. Pour vous donner un exemple, je prends l'exemple de l'INRA, qui est devenu INRAE entre-temps. Dans les années 80, l'INRA, c'était un acteur de l'agriculture intensive. Et donc, les chercheurs qui faisaient de l'agroécologie, en fait, le disaient pas trop. Ils étaient inhibés, finalement. Jusqu'à ce que les PDG successifs deviennent de plus en plus au fait de cette question d'agroécologie. Et là, depuis 10-20 ans, l'INRAE est agroécologie à tous les tournants. Maintenant, les élevages à l'INRAE sont faits avec des huiles essentielles. Il n'y a plus d'antibiotiques. Enfin, je veux dire, on est arrivé là. Donc ça, c'est assez intéressant de voir un système qui a basculé. Et en fait, cette autorisation par le PDG, dans l'occurrence de l'INRAE, à autoriser, à désinhiber le collectif. Et donc, des chercheurs qui avant n'osaient pas trop faire d'agroécologie, d'un seul coup, se sont révélés. Et donc, ces petits projets-là, ça peut vraiment créer un mouvement collectif qui peut en fait finir par en fait, changer la loi plus générale. Alors, Olivier, il y a 3-4 questions si on prend l'ordre, en fait. Et je pense qu'il y en a d'autres qui se sont accumulées, on va dire, chronologiquement. Et celle-là, je pense qu'on n'aura pas le temps d'y répondre aujourd'hui. Mais à toi de voir si les 2-3 questions, si on remonte dans le temps, tu peux y répondre ou pas. C'est à toi de nous dire, quoi. Voilà. Oui, c'est bon, c'est bon. Alors, je vois Clémentine Boule, comment gérer la nécessité ou l'injonction de suivi, d'analyse, de contrôle, bilan de gaz à effet de serre, etc. Alors, en fait, donc faut bien suivre les choses. C'est une question de hiérarchie. C'est que les indicateurs doivent venir en second. Par exemple, je vais vous donner un exemple peut-être encore plus simple. Dans une organisation, il y a une raison d'être et il y a un règlement intérieur. Alors, le règlement intérieur, c'est souvent 1500 règles, c'est 10 000 règles, c'est la CSRD, par exemple, pour l'Europe. Enfin, c'est des choses très complexes que personne vraiment connaît vraiment dans le détail.
Ça, c'est la version performante, ça, c'est plutôt les indicateurs très précis. Voilà. Donc, c'est utile, mais c'est secondaire. Ce qui est plus important, c'est la raison d'être. C'est-à-dire 5 ou 6 principes un peu larges, pas très précis, où il y a un peu de marge de manœuvre, une marge d'interprétation locale. Ça, par contre, tout le monde doit les connaître parfaitement. Parfaitement. Et par contre, on sait comment, quel jeu de rouage on a autour de cette raison d'être. Et donc, ça veut dire que les indicateurs, le suivi, c'est très bien, mais c'est secondaire. La première chose à faire, c'est collégialement se mettre d'accord sur une raison d'être et de laisser une forme de liberté d'interprétation locale. Et donc, ça, c'est vrai pour toutes les organisations et aussi pour l'université. Alors, Paul a dit robustesse et résilience. Quelle différence? Alors oui, il y a une différence. Donc, j'ai en effet pas parlé de résilience. Donc, la résilience, hein, ça vient de la science des matériaux. C'est quand un matériau se déforme et revient à l'état initial, il a absorbé le choc. Après, ça a été décliné sur le plan psychologique. Hein, quand on a un traumatisme, on tombe et on se relève. Et puis, il y a une troisième définition de la résilience, qui est la résilience socio-écologique, qui est un abus de langage de Carl Folke et du Stockholm Resilience Center. Donc, la résilience socio-écologique, c'est la capacité d'un système à se maintenir, à s'adapter et à se transformer dans un monde dynamique. Alors, c'est un abus de langage parce qu'il y a la capacité de transformation, ce qui n'est pas dans la définition de la résilience au départ. Et en plus, c'est la résilience originelle, hein, physique ou psychologique, c'est une trajectoire. On est là, on tombe et on se relève. Alors, ce qui pose problème, c'est déjà la polysémie de la résilience. En fait, on ne sait pas trop de quoi on parle quand on parle de résilience, parce qu'il y a trop de définitions différentes. Et l'autre problème, c'est que ce qui domine dans le monde économique, c'est la résilience psychologique. En fait, la résilience économique, c'est devenu une injonction à tomber pour se relever. C'est de la sélection darwinienne mal comprise. Hein. C'est Fukushima. Hein, Thierry Ribot en parle très bien. Après le désastre nucléaire de Fukushima, la politique nationale de la résilience au Japon, c'est une phrase, hein, pour ne pas avoir peur des radiations, il faut s'exposer. Donc là, on voit bien que c'est une arnaque. Hein. C'est devenu une arnaque, la résilience. Donc du coup, la résilience, c'est une trajectoire. Donc on tombe et on se relève. Et donc on oublie qu'il y en a plein qui ne se relèvent pas, hein, évidemment. Donc du coup, la robustesse, ce n'est pas une trajectoire qu'on peut optimiser, qui est coincée dans la performance. C'est des bornes. On élargit les bornes pour autoriser n'importe quelle trajectoire, y compris la trajectoire résiliente. Donc, si je le dis différemment, la robustesse, c'est un principe pragmatique. Dans un monde fluctuant, il faut être robuste, mais c'est aussi une méthode. Il faut commencer par la robustesse. En fait, quand on parle de résilience, il faut d'abord être robuste. Et là, on est sûr si on tombe, on est sûr de se relever. Voilà, parce qu'on est dans les bornes. Et alors, Jean-Luc, face à ce constat, j'ai l'impression que nos sociétés ne prennent pas en compte la perte de biodiversité. Il me semble que la technique est maintenant incontrôlable. Comment influencer les prises de décision? Bah oui, bah voilà. Donc ça rejoint la question politique. Moi, je pense que c'est en effet, voilà, en diffusant des messages voilà, critiques de ringardiser la performance, construire la robustesse, hein, les exemples inspirants, la pratiquer tous les jours. Hein, vous voyez, hein, regardez le trajet domicile-travail, essayez de voir quels sont les autres chemins que vous pouvez que vous pouvez emprunter pour aller au travail. Ça, c'est aussi de la diversité. Voilà, c'est juste de la pratique. Vous allez voir que vous allez rencontrer d'autres personnes, faire d'autres découvertes. Bah, ça, c'est une robustesse en pratique. Et donc, en fait, on voit que c'est plus joyeux. C'est plus joyeux. En fait, ça donne envie, quoi. Ouais, et ben voilà. Et donc, Anne-Laure Gatineau, je pense que c'est à peu près pareil. Donc, la résilience en biologie, donc en fait, elle est souvent, c'est plutôt la résilience socio-écologique qui est employée. Donc là, ça rejoint un petit peu la robustesse, mais du coup, pour moi, c'est un abus de langage. On ne sait plus très bien de quoi on parle. Très bien, il y a pas mal de participants qui sont déjà partis. Je pense que, enfin, c'est à toi de voir en même temps encore. Hein. On peut prendre encore 5 minutes si tu veux. Enfin, tu nous dis. Hein? 5 minutes et puis c'est bon. Et après, pas que je mange un morceau avant ma prochaine réunion. 5 minutes et puis c'est bon. Alors, on peut remonter. Bon, bah écoutez, je pense qu'on n'a pas d'autres questions qui sont apparues. On a fait le tour finalement. Hein. Ouais, Bah, écoute, c'est super, c'est super. J'ai une toute petite question, Olivier, pour finir. Avez-vous parfois l'opportunité d'intervenir devant des dirigeants, qu'ils soient universitaires, grandes écoles ou entreprises?
Oui, alors ça m'arrive de plus en plus souvent. Je passe beaucoup de temps devant des collectivités territoriales, des associations. Je suis passé devant l'université de Rennes, d'Angers, qui est sur leur campus de transition, etc. Donc il y a des universités donc je suis intervenu là-dedans. Les entreprises, beaucoup, hein, la Convention des entreprises pour le climat, mais aussi des clubs d'entrepreneurs. Et en fait, ce que je trouve, ce qui est assez réjouissant là aussi, c'est qu'il y a 5 ans, j'en parlais déjà, hein, de ces histoires-là. Et notamment dans le monde de l'entreprise, on m'écoutait poliment il y a 5 ans. Parce que voilà, on se dit oui, c'est un truc de biologiste. L'économie, c'est pas pareil quand même. Bah, depuis, il y a eu la crise Covid, la crise énergétique, la crise ukrainienne, la crise géopolitique, voilà, toute la crise sociale, etc. Bon, bah, aujourd'hui, on m'écoute beaucoup plus, hein, très clairement. Hein, et vraiment, ce que je vois, c'est que c'est totalement transversal. C'est-à-dire qu'on soit à droite ou à gauche, ça répond pour des tas de raisons différentes, mais finalement, le monde fluctuant, tout le monde y est exposé. Et c'est dans tous les secteurs. Ça va des soins palliatifs à l'architecture en passant par l'éducation. C'est vraiment dans tous les secteurs. Cette question-là, elle est vraiment centrale. C'est une question culturelle. Enfin, c'est ce que je disais. Hein, on est en train de quitter le néolithique. Ce n'est pas une révolution technique, ce qui nous arrive là. C'est une révolution culturelle, totale. Et du coup, ça répond très bien auprès des dirigeants. Et petite question subsidiaire, là tu parles de la France, mais au-delà. Oui, alors il y a donc alors le Stockholm Resilience Center, il est en Suède, hein, notamment. Ouais. Donc il y a des territoires qui se posent ces questions-là de façon plus ou moins appuyée. La Finlande a dans sa constitution les 7 droits au bien-être, hein, qui sont quelque part 7 droits à du jeu dans les rouages. Hein. Donc ils ne mettent pas le mot robustesse, mais finalement ça rejoint. Il y a vraiment des territoires qui commencent à s'en emparer. Mais il y a pas, c'est quand même un peu comme les exemples tout à l'heure. Il n'y a pas de territoire qui peut dire enfin, à part la Wallonie-Bruxelles, hein, qui vraiment l'a affiché en disant nous, ça va être la robustesse pour 2030. Il n'y a pas encore de territoire ou de pays qui dit ça y est, là, nous, on arrête la performance. Enfin, en tout cas, on réduit beaucoup la performance pour faire de la robustesse. Et il y a d'autres médiateurs comme toi ailleurs? Oui, alors en fait, c'est sous d'autres angles. Alors, on essaie de former des formateurs, là, justement. Donc, ça, c'est sur le site de l'Institut Michel Serres, Gatien Bataille en Belgique, Laurent Marceau vers Uzès. Mais en fait, il y a le Balaton Group, par exemple. Donc, ça, c'est le groupe de Denis Meadows, avec qui je suis pas mal en contact là, sur le rapport au Club de Rome. Donc, c'est des systémiciens qui, depuis très longtemps, travaillent sur le compromis performance. Donc, eux, ils appellent ça Resilience Efficiency, hein, donc en anglais, mais bon, c'est robustesse performance finalement. Donc, en fait, ça vient aussi en biologie. Hein, pendant très longtemps, dans les années 80, on n'arrêtait pas de faire du biomimétisme performant. On copiait la performance du vivant pour augmenter les performances techniques. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit comme livre? On voit Daniel Milo qui a écrit La survie des médiocres. On voit Telmo Pivani en Italie qui écrit Imperfection from Nature sur l'évolution, donc voir toutes les imperfections qu'il y a dans le vivant. C'est ça qui fait la beauté du vivant, c'est ces imperfections. C'est les imperfections qui nourrissent la robustesse. Et donc c'est en train de venir, voilà, de toute façon, depuis une trentaine d'années, là, ça vient très fort en biologie et c'est en train de percoler maintenant un peu partout. Ok. Bon, bah écoute, moi, je pense qu'on peut te remercier pour ce moment Merci. réjouissant. Voilà, réjouissant. Je pense que le Merci. thème, c'est peut-être un des termes les plus appropriés et inspirants. Et puis, je pense que ça va alimenter les réflexions de pas mal de gens là ici, à commencer par nous, voilà, conférences, chefs d'établissement. J'en vois, il y en a quelques-uns. Il y en a un qui a laissé sa caméra. Il y a Frédéric que je vois là. Et puis, je ne doute pas que tu auras plein de contacts. Alors, est-ce que tu as des éléments à donner, justement? Oui, pour les continuer, oui, je ne l'ai pas cité, larobustesse.org, donc c'est en un mot, larobustesse.org. On fait des cafés robustes une fois par mois en ligne. Donc, c'est sur le temps de midi, c'est 1 heure questions-réponses, un peu à bâton rompu sur ces questions-là. Donc, ça permet de regrouper un peu les discussions et puis de croiser un peu les questions. Bon, mais après, il y a plein d'autres. Ouais, allez sur le site de l'Institut Michel Serres, vous allez voir institutmichelserres.fr, il y a plein de ressources pour continuer la discussion. Grand merci à toi. Voilà, hein, je pense Merci. que voilà, et j'ai vu les commentaires, je pense que voilà, c'est unanime. Merci beaucoup, Olivier. Merci de votre accueil. Oui, bon, Merci bon beaucoup. appétit à toutes et tous, Merci, au voilà, et revoir. puis vous reverrez Merci. avec plein d'énergie là, hein. Merci. Merci beaucoup, Merci, c'était au vraiment revoir. très Au intéressant. revoir. Merci, au revoir. Au revoir.